Cela commence avec un garçon nommé Haru-kun qui semble quitter sa ville actuelle pour une autre, mais son ami d'enfance, Mii-chan, les larmes aux yeux, ne veut pas qu'il parte. Haru-kun lui prend rapidement les mains pour la réconforter et la calmer, et promet de venir la chercher quand il sera grand et de l'épouser. Cela semble être le seul moyen pour qu'ils puissent toujours être ensemble, côte à côte. Il ajoute que même s'il meurt, il la protégera et elle acquiesce. Il monte dans un bus qui finit par être impliqué dans un accident de la route et il meurt dans le royaume de Beltrum. En l'an 991 du Saint, au début de SP, un garçon nommé Ryo se réveille d'un long sommeil et se retrouve dans une chambre qu'il ne sait pas comment il a atteinte. Les souvenirs de la vie passée d'un garçon nommé Haruto Amakawa continuent de surgir dans sa tête, mais il ne peut pas comprendre ce que sont ces souvenirs. Puis, des gars entrent avec un grand sac serré et ils voient Ryo vivant. L'un des gars pensait qu'il serait mort à ce moment-là parce qu'il était en proie à une fièvre la veille. Les gars parlent de leurs affaires tout en savourant leur repas. Le ventre de Ryo gronde et alors l'un d'eux l'appelle et il répond joyeusement pensant qu'il va être appelé à manger, mais il lui dit qu'il pue et lui demande d'aller se laver. En quittant la chambre, il prend des fruits d'un arbre. Pendant qu'il mange, le souvenir de qui est Haruto Amakawa et comment il est mort ressurgit à nouveau, mais il se décide à ne pas le faire et il reste Ryo qui vit dans un bidonville sale afin de venger sa mère. Il se souvient de son dernier moment avec sa mère où il lui a demandé pourquoi ils avaient tous les cheveux noirs et elle a dit que c'était parce qu'elle et son mari venaient d'un endroit lointain. Elle avait promis de l'emmener chez ses grands-parents à Yagumo quand il serait plus grand, mais un tueur inconnu l'a tué. Ryo pleure un peu, se nettoie le visage, prend son t-shirt à porter. Puis, quelques femmes s'approchent de lui, mais ne s'approchent pas trop parce qu'il pue. L'une d'elles lui demande s'il a vu une fille aux cheveux violets qui a à peu près le même âge que lui, et il dit qu'il ne sait pas. L'une d'elles décide de gérer la situation, alors il s'approche de lui et s'excuse de l'avoir surpris de cette manière. Elle se présente comme Celia, et il dit qu'il s'appelle Ryo et que ses parents sont des immigrants. Celia peut le dire parce que ses cheveux sont noirs. Elle lui demande à nouveau au sujet de la fille qu'il recherche, mais il donne la même réponse. Elle lui demande s'ils peuvent la chercher dans le bidonville, mais il conseille qu'il vaudrait mieux ne pas le faire, car ce n'est pas un endroit où des dames habillées aussi joliment qu'elle devraient aller. Elle lui demande quel type de vêtements il porte dans le bidonville, et il dit les mêmes que les gens ordinaires, mais complètement en lambeaux. Lady Vanessa suggère qu'il change de vêtements et revienne, mais Lady Christina dit qu'il devrait se dépêcher. Lady Vanessa répond qu'il doit faire attention à ne pas causer de trouble, ce que Lady Christina ne veut pas. Lady Vanessa dit à Celia de chercher une réponse magique dans les environs, et Celia chante une formule pour faire la magie. Étonnamment, Celia peut sentir la magie en Ryo, et elle dit aux autres dames que Ryo déborde une quantité assez importante de pouvoir magique. Il a le potentiel nécessaire pour utiliser la magie, mais il est surpris que la lumière étrange sur lui soit de la magie. Lady Vanessa demande à Celia s'il y a d'autres réponses, mais elle dit que les réactions magiques détectées par la recherche sont les leurs et celles de Ryo. Les dames ne semblent pas voir la lumière sur lui. Ryo se demande. Puis, les dames décident de vérifier d'autres maisons pour elle, mais Celia revient rapidement pour compenser Ryo avec un jeton en échange de l'information. Ryo ouvre le petit pulse et voit qu'il contient de nombreuses pièces d'argent de grande valeur. Il regarde autour de lui, garde le jeton et court chez lui pour retrouver les autres gars qu'il a laissés. En rentrant chez lui, Ryo ouvre la porte et un homme étrange avec un masque sur le visage le saisit soudainement et tente de le poignarder dans la poitrine. Mais par chance, le jeton est là pour bloquer les tentatives. Le jeton et Ryo tombent au sol et l'homme étrange ferme la porte et s'approche de Ryo. Il regarde autour de lui et trouve tout le monde mort, alors il demande qui est cet homme étrange. L'homme étrange tente de le frapper et alors une femme semblable à un ange apparaît devant Ryo et appelle Haruto. Elle promet de lui apprendre ce qu'est l'ODD et comment utiliser son pouvoir magique. Elle tient la joue de Ryo et lui dit d'affiner ses sens. Puis la lumière commence à émaner de son corps et s'estompe dans l'air alors que l'homme manque presque de le frapper. Il l'esquive et le frappe au ventre. L'homme étrange sent un enchantement de capacité physique. Et il fait plus de mouvements pour le tuer, mais Ryo finit par jeter l'homme étrange au sol et son masque tombe. À la surprise de Ryo, l'homme étrange s'avère être le patron du même gars gisant mort sur le sol. Ensuite, il entend la voix de quelqu'un dans le sac d'avant. Il ouvre rapidement et s'avère que c'est la petite fille que les autres femmes recherchent. La petite fille le supplie de la sauver et l'emmène au château où son père le récompensera. La petite regarde sur le côté et voit un homme mort allongé et elle s'évanouit. Ryo porte la fille jusqu'à son château, ensuite elle rencontre les femmes en chemin. Lady Christina pense qu'il leur a menti, alors elle s'approche de lui et le gifle. Elle récupère sa sœur Flora auprès de lui et Vanessa appelle Rohana et Celia pour aider Flora car elle semble inconsciente mais indemne. Lady Christina demande à Ryo ce qu'il complotait en enlevant sa sœur, mais il dit qu'elle lui a demandé. Lady Vanessa demande à Ryo de leur expliquer en détail, mais il dit que Flora lui a demandé. Lady Christina l'interrompt et s'accroche à la chemise de Ryo. Ryo tient et serre ses mains et lui dit d'écouter jusqu'à la fin. Lady Vanessa sort son épée pour avertir Ryo de lâcher les mains de Christina et à Christina de cesser de provoquer Ryo.
Il se lâche, mais Lady Christina dit qu'elle va le faire accuser de lèse-majesté. Lady Vanessa insiste pour qu'ils entendent ce qui s'est passé de sa part. Et Lady Christina lui dit de se dépêcher et de le maîtriser. Lady Vanessa dit que Rio devra les accompagner au château, mais il ne le fait pas. Lady Vanessa lui dit que c'est un ordre. Il dit que tout ce qu'il a fait, c'est la sauver quand elle s'est réveillée. Lady Vanessa lui dit qu'il devra leur dire ce qu'il sait. Puis il a l'impression que tenter de protester serait juste une perte de temps, alors il accepte de les suivre, mais seulement pour parler. Lady Vanessa dit qu'il serait libéré s'il est innocent. Des membres de la royauté viennent vérifier la maison où l'incident s'est produit, et l'un des gardes appelle Sir Alfred pour dire qu'il trouve un homme encore vivant. Les gardes sortent l'homme et il s'avère que c'est l'homme étrange avec un masque. Un homme inconnu dans la foule le voit et brise un matériau qui provoque la mort instantanée de l'homme étrange. L'homme inconnu confirme qu'il est mort et quitte le lieu. Au château, la main de Rio est suspendue et il est torturé par Charles Arbor, le vice-capitaine des chevaliers de la garde royale. Rio demande pourquoi il est torturé car il a seulement accepté de venir avec les dames au château pour parler. Charles dit que Rio devra lui dire tout ce qu'il sait sur l'enlèvement de la deuxième princesse. Charles dit qu'il sera clément avec lui s'il coopère à l'enquête et le libérera immédiatement. Il doit admettre sa complicité dans l'enlèvement de la deuxième princesse, mais Rio dit qu'il n'a rien fait de tel. Charles se fâche contre lui et frappe Rio violemment avec un morceau de bois. Charles lui pose la question une deuxième fois, mais il a toujours la même réponse. La princesse Flora finit par se réveiller pour voir Lady Vanessa et Celia qui lui donnent de l'eau à boire. Elle explique ce qui leur est arrivé, mais Vanessa lui dit qu'une enquête est en cours pour déterminer si le contenu du témoignage de Rio est vrai ou non. La princesse Flora dit à Vanessa de le convoquer chez elle. Mais Vanessa répond que ce serait difficile et que cela nécessiterait le consentement de Sa Majesté. Alors la princesse Flora lui dit de se dépêcher et de faire les arrangements nécessaires, car elle ne peut pas lui permettre de rencontrer des ennuis. Vanessa et Celia partent toutes les deux pour transmettre le message. Charles continue de frapper et pose la même question, mais rien n'a changé et Rio, de son côté, est fatigué. Un des gardes dit à Charles que Rio va mourir. Il continue de torturer la princesse Flora pour qu'elle soit enlevée. Il ajoute que les choses ne se termineront pas bien pour les gardes s'ils ne rétablissent pas leur réputation. Pendant qu'il parle, Vanessa et Celia arrivent sur les lieux et voient que Rio a été brutalement torturé. Charles prétend mener un interrogatoire légal. Celia dit que les gardes devraient laisser Rio tranquille. Charles dit qu'il est très probable que Rio soit impliqué dans l'enlèvement de la princesse Flora, mais Vanessa lui dit que la princesse Flora dit qu'elle doit sa vie à Rio. Charles est heureux d'apprendre que la princesse Flora est en vie, car c'est la chose la plus importante. Alors il ordonne à ses gardes de laisser Rio tranquille. Celia essaye d'être utile, mais Rio lui dit de ne pas le toucher et tombe au sol. Celia se sent désolée et dit qu'elle va le soigner tout de suite. Charles dit à ses hommes de les laisser quitter les lieux, et Vanessa le regarde pendant qu'il s'en va. Rio se réveille et se retrouve dans une chambre et demande où il est, et Celia répond qu'il est au palais royal. Elle lui demande s'il va bien et s'il ne ressent aucune douleur. Il est surpris de voir qu'il n'a aucune égratignure sur son corps. Celia se sent désolée car ils l'ont fait passer par quelque chose de terrible. Rio lui demande si c'est elle qui l'a soigné, et elle dit que oui. Elle ajoute qu'elle apprend la magie à l'Académie royale de Beltrum aussi, et dit que son nom complet est Celia Claire. Elle lui demande s'il se souvient d'elle, et il la remercie alors. Rio demande ce qui va lui arriver maintenant, et Celia dit qu'il me semble que Rio va avoir une audience avec Sa Majesté le Roi, qui souhaite lui exprimer sa gratitude en personne. Rio lui demande de lui enseigner les manières nécessaires pour une audience. Parce qu'il ne peut pas voir le roi sans connaître le protocole, Celia accepte de lui enseigner. Ils se serrent la main et se réjouissent de travailler ensemble au palais du roi. Rio est accueilli au palais du roi par le roi et les membres de la royauté. En retour de ce qu'il a fait, le roi dit qu'il l'enverra à l'école primaire de l'Académie royale de Beltrum en tant qu'élève boursier. Le professeur Celia dit à Rio qu'ils n'ont pas évalué ses capacités académiques, alors il lui demande s'il sait lire et écrire. Mais Roy dit non, il n'a jamais étudié l'écriture. Dans ce cas, le professeur Celia lui dit qu'elle va le tutoriser et lui demande de venir dans son laboratoire de recherche après l'école. Le professeur Celia essaye d'attirer son attention sur le fait que beaucoup d'enfants de l'Académie viennent de familles royales ou titrées, donc il dit que c'est bien qu'il connaisse sa place. Le professeur Celia dit ensuite qu'il ne devrait pas hésiter à venir la voir s'il a des problèmes. Le professeur Celia ouvre la porte de la classe et souhaite la bienvenue à Rio à l'Académie royale de Beltrum. Le professeur Celia annonce qu'un élève transféré, Rio, rejoindra la classe à partir d'aujourd'hui. Et il dit que tout le monde doit être gentil avec lui. La classe commence à murmurer, disant ci et là. Le professeur Celia lui demande de se présenter et il se présente comme Rio. Il dit que grâce à la bonté accordée par Sa Majesté le Roi, il a été autorisé à fréquenter cet établissement d'enseignement. Il dit qu'il sait qu'il lui manque beaucoup de choses, mais il espère que les autres élèves auront une opinion favorable à son égard. Un des élèves dit que Rio semble au moins capable de parler comme un serviteur, et toute la classe rit de lui. Le professeur Celia le félicite et lui dit d'aller prendre un siège. Puis elle commence le cours du jour. Elle leur dit de sortir leur cahier et de copier la formule numérique.
Ensuite, le professeur Cilia leur dit d'essayer de résoudre le problème qu'elle a écrit au tableau par eux-mêmes. Le professeur Cilia s'approche de Rio et lui dit de ne pas se pousser trop aujourd'hui. Les autres élèves entendent cela et rient. L'un d'eux dit que Rio ne sait pas lire, mais le professeur Cilia leur dit à tous de se concentrer sur leur travail. Après le cours, Rio trouve enfin le laboratoire de recherche du professeur Cilia et il entend sa voix de l'extérieur. Alors il frappe à la porte. Le professeur Cilia ouvre la porte et lui crie pourquoi il n'a pas lu le panneau. Mais il répond rapidement qu'il est désolé de ne pas savoir lire. Le professeur Cilia réalise que c'est Rio. Il dit qu'il est venu se renseigner sur son tutorat privé, mais elle prétend l'avoir attendu. Quand Rio comprend simplement qu'elle a oublié, elle lui permet d'entrer dans son bureau. Mais c'est tout en désordre. Elle dit que c'est juste un peu en désordre ce moment, mais qu'elle est beaucoup plus organisée. Pendant qu'elle essaye de dégager un peu d'espace, Rio voit sa bibliothèque et lui dit qu'elle a l'air si jeune. Et elle est tentée de dire qu'elle n'a que 12 ans. Elle dit franchement qu'elle devrait être à l'école primaire, mais qu'elle a sauté des classes et a fini par obtenir son diplôme de lycée. Il lui donne quelques calculs à résoudre et il finit finalement en un rien de temps. Le professeur Cilia est surprise qu'il les résolve si rapidement, mais il dit que ce n'est que de la simple multiplication et division. Le professeur Cilia avoue que la seule dans sa classe qui peut le faire est la princesse Christina. Alors Rio se souvient qu'il est étudiant à l'université, donc cela a du sens. Le professeur Cilia lui demande où il a appris l'arithmétique, et il dit de sa mère, qui est décédée. Le professeur Cilia se sent désolé pour cela, et elle décide de leur préparer du thé. Il boit le thé et il l'aime. Ensuite, le professeur Cilia lui demande à quoi ressemble son premier jour de vie académique. Elle lui demande s'il a un problème, et il dit rien de particulier. Elle dit encore que s'il y a quoi que ce soit, il doit l'informer. Puis il dit une chose, à savoir qu'elle devrait recommander des livres pour enfants. Il dit qu'il veut apprendre les lettres et elle accepte de choisir quelques livres pour lui à la bibliothèque. C'est un jour d'entraînement et tout le monde a son partenaire avec qui se battre, mais seul Rio a lui-même pour s'entraîner. Alors le maître lui dit de venir et de l'attaquer de la manière qu'il juge appropriée. Maintenant tous les autres élèves regardent cela. Le maître lui dit d'attaquer. Il se souvient que son maître lui disait la même chose quand il voulait se battre. La façon dont il se bat avec le maître, il semble être doué à l'escrime, mais les autres élèves continuent à dire du mal de lui. Peu importe. À la fin du combat, le maître lui dit qu'il a les qualités d'un chevalier. Mais Rio dit qu'il n'a aucun intérêt à rejoindre les chevaliers et le remercie pour ses aimables paroles. Après le cours, Rio est vu en train d'étudier par le professeur Celia, qui le félicite. Elle dit que les examens de fin de trimestre approchent, donc il doit étudier sérieusement. Le professeur Celia dit qu'il vient juste d'être inscrit à l'académie, donc il ne devrait pas trop s'inquiéter pour ses notes. Il dit qu'il ne le fera pas, mais qu'il mettra tout en œuvre. Le jour de l'examen, ils ont tous leurs questions d'examen et le professeur Celia dit à tout le monde de donner le meilleur d'eux-mêmes. Après l'examen, il sort de la classe vers la cour de récréation où il voit beaucoup d'élèves jouer. Et puis un souvenir d'une dame nommée Michan surgit. Les élèves le remarquent et commencent à dire beaucoup de choses à son sujet. Il quitte leur vue pour aller dans sa chambre. Ensuite, il se souvient d'une dame nommée Ayase Miharu, l'amie d'enfance d'Amakawa Haruto. Mais tous deux ont été séparés lorsque les parents de Haruto ont divorcé. Puis il a revu Michan au lycée, mais elle n'est jamais revenue à l'école. C'était comme si elle s'était effacée de sa vue. Mais après ses souvenirs, Rio veut croire qu'Amakawa Haruto est mort et qu'il n'est plus Amakawa Haruto. Il est maintenant Rio. Et c'est pourquoi il va vivre cela. Il sera tenace et fort. Le résultat de l'examen final est sorti et le nom de Rio apparaît aux côtés de celui de la princesse Christina, ce qui surprend les élèves. Rio les rejoint au tableau, puis Alfonso s'approche de lui et lui demande l'impropriété qu'il a commise. Mais il ne sait pas de quoi l'élève parle. Alfonso pointe du doigt le tableau et dit qu'un roturier comme Rio ne peut jamais se tenir avec la princesse Christina au sommet de la classe. Rio dit qu'il a seulement passé l'examen, mais Alfonso croit que Rio a dû utiliser une sorte de truc. La princesse Christina interrompt la dispute lorsqu'elle devient intense et dit que la jalousie d'un gentleman est peu flatteuse. Alfonso crie qu'il ne peut pas laisser cela passer sans contestation et qu'il réclamera cette injustice. Puis la princesse Christina lui demande s'il a des preuves concrètes et maintenant il se tait. Elle dit que des allégations non fondées ne servent qu'à ternir la dignité de l'académie. Le professeur Celia hante et dit que cette réussite est le résultat du travail acharné de Rio et qu'elle peut en témoigner. Alfonso dit qu'il n'acceptera jamais cela, puis il s'en va avec sa bande. Rio veut remercier la princesse Christina et elle l'interrompt rapidement en disant que ce n'était rien et qu'elle n'est pas intervenue pour lui. La princesse Christina lui dit qu'il ne la battra pas la prochaine fois. Et elle se rend au laboratoire de recherche du professeur Celia. Le professeur Celia félicite Rio d'avoir obtenu la première place aux examens de fin de trimestre et le remercie. Elle dit qu'elle est un peu inquiète en pensant que d'autres élèves pourraient chercher des moyens de lui faire des reproches. Eh bien, il dit qu'il y est déjà habitué. Le professeur Celia dit que le harcèlement des nobles ne montre que leur mauvais caractère. Ensuite, Rio demande si quelque chose de similaire lui est arrivé, puisqu'elle dit qu'elle a excellé. Elle avoue qu'il y a eu ceci et cela de la part de ceux d'un statut social plus élevé et leurs partisans, mais elle a tout ignoré. Elle avait des amis à l'époque, mais Rio dit qu'il ira bien parce qu'il l'a. Elle a juste l'impression que Rio se moque d'elle, probablement en la traitant comme une enfant, mais Rio dit qu'il est plus vieux qu'elle. Rio la considère comme une amie et elle dit que cela ne la dérange pas.
Ryo lui dit de le redire et elle dit la même chose et ajoute que Ryo peut le deviner à l'ambiance. Dans ce cas, Ryo dit que s'il se retrouve un jour dans le pétrin, le professeur Celia devrait le conseiller en tant que son enseignant et son ami, et elle est d'accord. Elle ajoute que lorsqu'il sera sur le point de pleurer à cause de tout le harcèlement, elle le prendra dans ses bras. Ryo dit qu'elle est petite, donc en termes de positionnement, elle semble parfaite pour s'accrocher à elle. Elle frappe la table et dit qu'elle n'est pas petite et qu'elle grandit encore. Ils parlent de leur taille et ils rient à la fin. Au terrain d'entraînement, le maître informe les élèves qu'un tournoi d'exhibition entre les chevaliers du royaume aura de nouveau lieu cette année et que des représentants pour la division de l'école primaire ont été sélectionnés dans la classe. Ensuite, le maître commence à appeler les noms des sélectionnés. Premier, Alfonso Rodan, 6e année. Deuxième, Stewart Huguenot, 5e année. Et troisième, Ryo. Les élèves murmurent à nouveau, surtout Alfono. Il dit qu'il n'acceptera pas cela parce qu'il se demande pourquoi quelqu'un de si bas est choisi pour participer à un tournoi nocturne. Il dit que c'est une honte. De plus, Ryo ne sait même pas utiliser la magie. Le maître dit que c'est décidé et qu'aucune objection ne sera acceptée. Retour au laboratoire de recherche du professeur Celia, elle dit qu'elle entend que Ryo participera au tournoi et il dit oui. Le professeur Celia dit que si Ryo performe bien au tournoi, les chevaliers pourraient le repérer même avant qu'il ne finisse ses études. Elle a du mal à mettre un livre sur l'étagère et Ryo l'aide, en disant qu'il n'a pas l'intention de devenir chevalier. Elle remarque que Ryo a grandi et dit qu'elle suppose que cela fait déjà 5 ans. Mais Ryo lui dit qu'elle est toujours aussi petite. Elle lui crie de ne pas dire petite, mais qu'elle grandit encore. Ryo dit qu'elle a dit cela il y a 5 ans, et puis elle lui rappelle que le thé va refroidir. Ryo la prépare du thé cette fois, elle l'aime. Elle dit que l'odeur est complètement différente. Quand Ryo prépare le thé, il dit qu'il suit les instructions qu'il a lues dans des livres. Le professeur Celia lui demande ce qu'il fera après avoir obtenu son diplôme. Depuis qu'il dit qu'il ne veut pas être un chevalier, il dit qu'il partirait en voyage parce qu'il y a un endroit où il aimerait aller. Le professeur Celia lui demande s'il veut quitter le pays et il répond que le pays est difficile à vivre pour lui. Le professeur Celia lui demande pourquoi il ne travaille pas à l'académie. Parce que sans lui, toutes sortes de choses vont mal tourner, explique-t-elle avec lui préparant du thé et rangeant son laboratoire. Elle dit que Ryo la réprimande toujours quand elle se laisse trop emporter par ses recherches. Ryo dit qu'il est reconnaissant pour son attention, mais tôt ou tard, elle se lancera dans des discussions sur le mariage. Elle lui demande pourquoi il dirait cela et il répond qu'il ne serait pas bon d'avoir un roturier inconnu dans son laboratoire de recherche. Elle dit qu'elle n'a pas l'intention de se marier avant longtemps et Ryo dit qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Ryo lui sabote et elle ne sait pas quoi répondre. Elle lui pose rapidement une question. Elle lui demande où il veut aller et il dit « dans le pays d'origine de ses parents, la région de Yagumo ». Elle dit rapidement que Yagumo est un endroit à la lisière de la nature sauvage. Ryo est emporté, pensant à la promesse que sa mère lui a faite de l'emmener à Yagumo. Quand le professeur Celia appelle son nom, Ryo répond que ce n'est qu'un plan. C'est le moment pour le tournoi entre les glorieux chevaliers du royaume et les étudiants de l'Académie royale de Beltrame à Rio. En sortant sur la scène, Alfonso lui dit de ne pas faire une performance pitoyable là-bas, car cela baissera aussi l'opinion des gens sur lui. Ryo lui dit qu'il fera de son mieux pour ne pas livrer un combat peu flatteur. Alfonso dit que personne n'attend quoi que ce soit de lui de toute façon. Le professeur Celia appelle le nom de Ryo et lui dit de garder son calme. Ryo dit à Sir Alfred qu'il est prêt à se battre. Puis, Sir Alfred annonce que le premier challenger de chevalier de la garde royale est Charles Arbor, qui se trouve être celui qui a torturé Ryo au palais royal. Charles dit qu'il savait que Ryo serait inscrit à l'académie, mais il n'aurait jamais imaginé que le sale petit gamin d'autrefois serait son adversaire. Ryo, quant à lui, dit qu'il doit une dette à Charles pour ses soins à l'époque, et il est désolé de ne pas avoir pu être d'une plus grande aide. Sir Alfred dit de cesser leur bavardage alors, les challengers sont prêts. Sir Alfred voit Ryo dans cette posture, et Charles a l'impression que Ryo se moque de lui, de ne pas avoir apporté de bouclier comme lui. Sir Alfred commence le match. Ryo continue d'esquiver et de bloquer Charles, tandis que Charles se base sur scène pour se venger, car il a été puni par une rétrogradation il y a 5 ans à cause de Ryo. À la fin du combat, Ryo a son épée pointée sur la poitrine de Charles. Avec Charles désarmé, Sir Alfred annonce Ryo comme le vainqueur. Charles essaye de supplier pour une seconde chance, mais une défaite est une défaite, dit Sir Alfred. Sir Alfred dit à Charles que s'il est membre des honorables chevaliers de la garde royale, il doit accepter gracieusement sa défaite et prendre congé. Charles admet sa défaite et Ryo le remercie pour le match. Le maître et le professeur Celia acclament et louent Ryo. La foule l'applaudit alors qu'il quitte la scène. Le soir du même jour, Charles est vu en colère et parlant beaucoup du combat qu'il a eu avec Ryo et explique comment lui et Ryo se sont rencontrés pour la première fois il y a 5 ans à un homme qui semble être l'inconnu lors de l'enlèvement. Le lendemain, le professeur Celia espère que Ryo se présentera, car elle a besoin de célébrer sa victoire avec lui. Et il le voit enfin, mais il semble se diriger ailleurs. Ryo rencontre une femme et lui donne quelque chose à lire sur le combat qu'il a eu la veille. Et elle dit qu'il était très séduisant. La femme dit cela et s'enfuit, mais Ryo ne peut pas l'arrêter.
La professeure Celia voit tout ce qui se passe derrière un arbre où elle se cache, alors elle s'en va dès que la femme s'enfuit. La professeure Celia vérifie les projets des étudiants pour après la graduation, mais elle ne trouve pas celui de Ryu, le seul qui n'a rien écrit. Puis elle se souvient que Ryu lui avait dit l'autre fois dans son laboratoire qu'il aimerait sortir. Avec Ryu laissé à l'arrière, Flora s'inquiète qu'il soit toujours maltraité. Tout à coup, des monstres apparaissent devant eux. Mais Alfonso dit aux étudiants de ne pas trop s'inquiéter, car les monstres sont en fait des gobelins. Alfonso dit que les 3 en avant-garde devraient utiliser des artefacts pour renforcer leur capacité physique. Alors qu'ils chargent, 3 des étudiants chantent une incantation pour améliorer leur capacité physique. Et ils mettent tous les gobelins hors d'état de nuire. Alfonso dit qu'ils ne sont pas grand-chose, mais qu'ils ont besoin de monstres plus redoutables. Alfonso appelle Ryu à ne pas rester là, hébété. Ryu s'excuse et ils poursuivent leur chemin. Parmi tous, Ryu en particulier est surveillé par des hommes inconnus le long de la forêt. L'inconnu se demande s'il devrait tester un peu Ryu et voir quelles sont ses véritables capacités. Les étudiants trouvent leur chemin hors de la forêt et ont l'impression d'être proches de leur objectif jusqu'à ce qu'ils trouvent une falaise et commencent à se demander si les informations sont erronées. Christina demande à leur commandant quoi faire, et tout à coup, une lance est lancée depuis l'intérieur des buissons qui manquent de peu Ruana. Les ennemis se révèlent et ce sont des orques. Alfonso appelle les avant-gardes à lever le bouclier et à bloquer les lances. Ryu bloque la lance qui vient vers lui, mais Stuart, qui tient un bouclier, ne peut pas bien se défendre et la lance le blesse à la jambe, en criant. Sa jambe ? Il s'approche d'un étudiant qui se bat, mais l'étudiant le repousse. La poussée est trop forte, ce qui fait que Stuart entre en contact avec Flora et elle tombe de la falaise. Ryu vole rapidement après elle, active son pouvoir pour charger Flora, puis la pousse vers le haut pendant qu'il tombe de la falaise. Flora se relève après avoir atterri en haut pour chercher Ryu, mais ne peut pas le trouver. Avec la magie des étudiants, il conquiert le groupe d'orques. Ryu pense que cela pourrait sembler suspect aux autres étudiants qu'il tombe d'une falaise sans blessure. Il est sûr que ce n'est pas de la magie ou des techniques magiques, mais il ne peut pas savoir quelle est la puissance. Pas même la dame qui lui est apparue pendant qu'il se battait contre l'homme masqué. Puis, il entend les voix des étudiants en haut de la falaise, blâmant Stuart d'avoir poussé Flora dans la falaise. Stuart parvient à convaincre certains étudiants de croire que c'est entièrement la faute de Ryu si la princesse Flora est tombée de la falaise. Dans un premier temps, le commandant dit qu'il vaudrait mieux qu'ils trouvent leur chemin hors de la forêt. Puis, Flora demande s'ils vont juste laisser Ryu, mais Alfonso dit qu'il a ce qu'il mérite. Il entend tout et a l'impression que son plan pour obtenir son diplôme ne tiendra pas, alors il s'en va. Flora dit aux autres étudiants qu'elle va aider Ryu, même si cela signifie qu'elle sera la seule à l'aider. Ils entendent une voix profonde. Avec le sol tremblant à chaque pas du monstre, le monstre se révèle et c'est un monstre féroce. Le monstre rugit contre eux et le commandant a peur du monstre. La princesse Christina chante Thunderball pour tenter de frapper le monstre, mais le monstre déjoue l'attaque. Alfonso suggère d'utiliser Ice Lance et appelle l'avant-garde à augmenter leur capacité physique. Les dames chantent Ice Lance, tandis que les gardes chantent Enchant Physical Ability. Le féroce monstre esquive l'attaque de glace et attaque les hommes de l'avant-garde. Alfonso crie qu'ils doivent se retirer pendant que les autres s'enfuient. Flora est restée en arrière pour soigner certains des étudiants blessés. Le monstre s'approche d'elle et tente de lui faire du mal. Mais Rio arrive sur les lieux et coupe l'une des mains du monstre. Rio dit à Flora de prendre l'étudiant blessé et de s'éloigner de la zone. Rio se bat contre le monstre de toutes ses forces jusqu'à ce qu'il réussisse à lui trancher le cou et qu'il disparaisse. Rio quitte les lieux avant que les étudiants ne réalisent qu'il est celui qui a tué le féroce monstre. L'homme inconnu observe comment elle combat le monstre et trouve cela plus divertissant que jamais. Il remarque les cheveux noirs de Rio. Il peut dire qu'il est le descendant de personnes qui ont dérivé ici depuis la région de Yagumo, et c'est pourquoi il peut utiliser les arts spirituels. Il rit et s'en va. La professeure Cilia marche sur un chemin en se plaignant de pourquoi tant de tâches lui sont toujours assignées. Puis elle entend le juge en train de discuter avec Sir Alfred et Stuart et Inat. Ils essaient de pousser la situation et de faire de Rio le centre de celle-ci, malgré son absence. La professeure Cilia se demande ce qui a pu se passer pendant qu'elle est dans son laboratoire de recherche. Inquiet, Rio frappe à la porte et entre dans son laboratoire en s'excusant d'avoir causé un tel tumulte. À première vue, elle tombe sur lui et le serre dans ses bras. Elle touche son corps et demande s'il va bien, mais Rio prétend que cela le chatouille. Il lui explique tout et elle l'informe également qu'il porte une fausse accusation contre lui. La professeure Cilia lui dit qu'il n'a rien fait, mais Rio dit que ce sont les personnes au pouvoir qui décident de ce qui est bien ou mal. Même s'il fait appel à la vérité, personne ne la reconnaîtrait, et c'est parce qu'il n'est pas de la noblesse. La professeure Cilia souhaite qu'il puisse faire quelque chose à ce sujet. Rio la remercie pour tout ce qu'elle a fait pour lui et dit qu'il est heureux de pouvoir la rencontrer. Il dit que c'est la seule personne à qui il veut dire au revoir. Il lui dit qu'il va dans la région de Yagumo. La professeure Cilia confesse qu'elle voulait le voir diplômé, mais Rio dit qu'il lui enverra des lettres en chemin, mais qu'il utilisera Haruto comme alias. Ils espèrent se revoir et elle le serre dans ses bras en lui souhaitant le meilleur jusqu'à son retour. Sir Alfred jette les vêtements de la cible d'assassinat à une fille captive pour qu'elle puisse toujours se souvenir de l'odeur de sa cible. Il décrit la cible comme étant un garçon de 12 ans. Son nom est Rio et ses cheveux sont noirs. Il dit à la fille de trouver Rio et de le tuer quoi qu'il arrive. La fille accepte d'exécuter l'assassinat.
Après 3 jours de voyage à travers la forêt depuis Beltran, la capitale royale, Rio trouve un royaume voisin et arrive à Amon Market Town, dans le royaume de Galar. Il écrit une lettre. À l'entrée du marché, il voit une affiche de recherche. Et il y a une affiche de recherche qui circule dans la capitale royale, donc il ne peut pas se procurer les objets dont il a besoin pour son voyage. Mais il est soulagé d'être sur l'affiche ici au royaume de Galark. Dans ce cas, le professeur Celia ne devrait pas s'inquiéter. Bien que ce soit la première fois qu'il entre à Amanda, Rio la voit comme une ville animée et vivante. Les denrées alimentaires sont abondantes et il semble qu'il pourra rapidement acquérir des aliments conservés, ce qui est un soulagement. En se promenant dans la ville, la fille assassin le suit et en même temps, Rio a l'impression d'être un peu trop sur les nerfs, alors il se retourne rapidement pour regarder, mais ne trouve rien. Alors que Rio erre, il entend un homme faire la publicité de ses pâtes à la soupe. Il s'approche de l'homme pour l'écouter. Étant nouveau dans la ville, l'homme décrit comment la ville a inventé les pâtes à la soupe grâce à Lady Lizelot qui gouverne Amanda. En pensant que c'est la première fois qu'il les voit, son estomac gronde. Puis il demande un bol. Il prend sa première bouchée et il aime ça. Il a un bref flashback de Haruto, ayant des pâtes à la soupe. Alors il se demande si la personne Lizelot vient aussi de la même ville que Haruto. Mais il se détourne rapidement de cette pensée, car il ne semble rien pouvoir y faire. Après le repas, il poursuit son voyage vers Yagumo, parce que c'était une promesse qu'il avait faite à sa mère. Il trouve un bâtiment que la personne Lizelotti lui a décrit, la guilde des marchands Rika, où il trouverait un magasin de manju. Il voit une femme et son enfant manger des brioches à la viande manju, et une dame qui semble vendre des manju devant le bâtiment. Eh bien, il entre dans le bâtiment et regarde autour jusqu'à ce qu'un employé de la guilde lui dise de ne pas porter d'épée. À l'intérieur du magasin, elle dit qu'ils peuvent l'aider à s'en occuper pendant qu'il vérifie des choses. Alors que Rio retire sa capuche pour dégainer l'épée et la lui donner, elle voit ses cheveux noirs et est un peu surprise. Elle collecte les épées et le remercie pour sa coopération. Elle se présente comme Lotta et elle l'aidera aujourd'hui dans le magasin. Elle l'aide à emballer toutes ses affaires et lui sert du thé noir qu'il boit. Elle lui demande s'il est habitué à boire du thé noir et il dit qu'il a parmi ses connaissances une dame qui adore le thé noir et qu'il a beaucoup appris en buvant avec elle. Loda lui demande s'il reconnaît les feuilles de thé et il dit l'arôme unique et une légère astringence. Puis il dit que leur thé est bon et qu'il aime aussi la verrerie. Elle dit que la devise de leur guilde de marchands est de fournir un environnement parfait pour les négociations afin d'avoir les meilleures transactions possibles avec leurs clients. Ensuite, elle lui demande s'ils doivent entreprendre la livraison d'une lettre pour lui et il répond « avec plaisir » par l'affirmative. Rio écrit à nouveau une lettre au professeur Celia disant qu'elle a complété ses achats et qu'il est sur le point de partir. Une fois qu'il quittera la région d'Austral, il ne pourra envoyer d'autres lettres. Mais ne faut pas s'inquiéter, pas de nouvelles de lui et la preuve qu'il va bien. Rio remercie Lot et les autres pour leur service, et il part. Cosette dit à Lady Lizelot que Rio est un peu mystérieux, mais elle répond qu'elle est Lot en ce moment. Alors que Rio grandit continue son voyage à travers la forêt, il voit une fille et essaie de prendre de ses nouvelles, mais il s'avère que c'est la fille assassin. Elle injecte du poison à Rio, mais il parvient à repousser ses pas loin de lui. Il regarde le visage et les oreilles de la fille et l'identifie comme une personne de l'Est. La fille sort un couteau et dit qu'elle va le tuer. Le poison l'affecte, alors il neutralise rapidement le poison et devient stable. Il dit à la fille qu'il ne peut pas la laisser le tuer. Puis le combat commence, avec chacun d'eux esquivant les tentatives de l'autre. Rio lance quelques petites flèches vers elle, mais elle les évite, grimpe à un arbre et s'enchante. Enchantée. Capacité physique. Rio voit qu'elle ne semble pas avoir déjà amélioré ses capacités physiques avec la magie, mais il se demande à quelle vitesse elle sera, après s'être améliorée. Rio vole pour l'atteindre et elle lui lance de petites armes, mais il les bloque avec son épée. Les filles attaquent de toutes les manières, mais Rio lui prend d'abord le couteau, car c'est son point focal, puis la saisit et la frappe au sol. Ses yeux s'éclaircissent et elle commence à crier, disant des choses comme qu'elle ne veut pas mourir, appelant Mama, Maman, et ainsi de suite. Rio voit que les cris ne vont pas s'arrêter de sitôt. Il n'a d'autre choix que de mettre sa main sur son visage jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Rio lui a attaché les mains et les jambes pour qu'elle ne puisse pas faire grand-chose quand elle se réveillera. Il voit le collier de soumission autour de son cou et se souvient avoir vu un sort de magie dans un livre. Il essaie alors de l'imiter sur le collier de soumission autour de son cou et il tombe. Elle semblait être impliquée dans l'accident, mais s'est réveillée avec une identité différente où elle était nommée Latifa et forcée d'accepter quelqu'un comme son estimé grand frère. Son ancien nom d'identité est Undo Sudune. Rio la réveille de son sommeil et elle essaye de se libérer, mais ses mains et ses jambes sont liées. Rio lui dit de ne pas devenir violente comme elle l'a fait plus tôt si elle ne veut pas mourir. Elle demande à être sûre qu'il ne va pas la tuer si elle ne se bat pas, et Rio dit que cela dépend d'elle. Rio lui pose une question, mais elle ne répond pas. Puis il lui montre le collier cassé. Elle réalise alors que c'est le collier autour de son cou. Rio lui dit que le collier était la raison pour laquelle elle obéissait aux ordres, mais elle ne sera plus frappée de douleur, ni n'aura de problème à répondre à ses questions. Elle crie à haute voix. Rio lui demande qui lui a donné des ordres et regarde autour de lui pour voir si quelqu'un est présent, mais il lui dit qu'il n'y a que tous les deux ici. Elle dit qu'elle ne connaît pas le nom de son maître, car on ne lui a jamais dit auparavant. Rio demande le nom de leur maison, mais elle se souvient rapidement du nom de son estimé grand frère, qui est Stewart.
Il lui demande s'il est une personne bête comme elle, mais elle dit que son grand frère est humain et que c'est lui qui l'a entraîné. De cela, Rio peut déduire qu'il s'agit de Stuart de l'Académie et que le duc Huguenot a décidé de le faire disparaître. En y réfléchissant de cette manière, tout semble cohérent. Rio lui demande s'il y a d'autres personnes en dehors d'elle qui essaient de le tuer, et elle dit qu'elle ne le pense pas. Puis il lui demande si elle a toujours l'intention de le tuer, et elle dit qu'elle ne le tuera pas. Dans ce cas, Rio dit qu'il a laissé tout son équipement avec la robe. Il a coupé les cordes de ses mains, ce qui signifie qu'elle était libre de s'enfuir. Il mentionne également qu'elle n'a pas besoin de retourner auprès de son maître, puisque le collier qui la contrôlait est parti. Il la plaint et lui dit de quitter le royaume et de se diriger vers l'Est, une vaste région connue sous le nom de la nature sauvage. Il dit qu'il y a un endroit dans le pays où des personnes bêtes comme elle et d'autres demi-humains vivent ensemble. Rio se met en route et lui rappelle qu'il ne montrera aucune pitié la prochaine fois qu'elle l'attaquera. Elle continue de suivre Rio et il est tenté de lui demander si elle a des affaires avec lui. Puis elle dit qu'elle veut aller vers l'Est avec lui. Rio lui dit qu'il ne l'a pas libérée de son esclavage parce qu'il voulait la sauver. C'est juste que ne pas la tuer était plus pratique pour lui. Elle dit qu'il ne sait pas quoi faire. Rio lui dit qu'il est humain, tout comme les personnes qui l'ont réduite en esclavage. Rio dit qu'elle ne peut pas lui faire confiance car elle pourrait l'attaquer à nouveau. Elle lui demande alors de remettre le collier autour de son cou parce qu'elle déteste être seule comme ça. Rio lui dit de faire ce qu'elle veut et de se débarrasser du collier. Rio se présente et lui demande son nom et elle dit Latifa. Rio leur prépare à manger dans la forêt et elle semble n'avoir jamais mangé quelque chose comme ça depuis qu'elle est captive. Elle pleure en mangeant, mais Rio la calme. Rio et Latifa sont sur le point d'atteindre la nature sauvage et il se fait tard, alors Rio suggère qu'ils montent un camp pour eux-mêmes. La professeure Celia est heureuse de recevoir la dernière lettre de Rio, mais ne pas recevoir plus de nouvelles la rendra un peu seule. Elle espère que, peu importe où Rio se trouve dans son voyage, il est en sécurité. La nuit, Rio leur prépare des spaghettis et Latifa semble beaucoup aimer ça. Rio lui demande si elle a déjà mangé des pâtes et elle dit qu'elle en mangeait bien avant. Rio lui dit qu'elle peut en manger autant qu'elle le souhaite. Rio se demande si Latifa appelle les pâtes spaghettis, cela signifie-t-il qu'elle vient du côté de Haruto pendant qu'ils dorment la nuit. Latifa crie dans son sommeil, ce qui réveille Rio. Elle dit qu'elle veut rentrer chez elle. Rio s'approche et la caresse. Elle dit que sa mère, son père et son Oni-san lui manquent. Elle dit qu'elle veut aller à Tokyo. Latifa se réveille le lendemain matin et voit les cheveux noirs de Rio, elle se lève et crie. Elle peut dire qu'il ressemble au gars qu'elle a vu avant l'accident. Elle s'approche et dit Oni-san, et il répond d'une manière ou d'une autre et se réveille. Rio dit bon matin et lui demande s'il a bien dormi. Elle frappe soudain sa tête contre le mur et Rio lui demande si ça va. Elle dit oui. Oni Rio. Elle dit qu'elle voulait dire Oni-chan. Puis elle demande si elle peut appeler Rio Oni-chan et il accepte. Elle dit qu'elle veut des omelettes avec du fromage pour le petit déjeuner. À ce moment-là, Rio remarque un grand arbre pas trop loin d'eux, mais Latifa ne peut pas le voir. Rio se demande si l'arbre est caché aux yeux des gens par magie. Rio veut entrer dans la forêt profonde pour découvrir ce qu'est cet arbre, mais Latifa semble effrayée, et elle peut sentir une légère odeur, alors il décide de se reposer pour la journée. La nuit, Rio est dehors près du feu de bois pendant que Latifa est à l'intérieur en train de faire des rêves effrayants. Rio remarque et utilise sa magie pour la guérir. Tout à coup, la lumière dehors s'éteint et Rio sort pour vérifier ce que c'est. Puis il voit un loup qui se transforme rapidement en demi-humain, reflétant beaucoup de lumière dans les yeux de Rio. Un des demi-humains, nommé Kyujuma, frappe Rio. Rio utilise alors l'art spirituel pour détecter les demi-humains dans la région. Sarah dit à Xisoma de se retirer à cause de l'art spirituel. Rio demande s'ils sont des demi-humains car il aimerait parler. Xisoma dit à Sarah que c'est un enseignant. Une voix dit « Eh bien, le grand oiseau qui les a amenés ». Le gars demande si le parent de l'œuf ne va pas se fâcher et venir reprendre l'œuf. Mais Maître Rice dit seulement que la distance entre ici et la région de Stral est considérable. Maître Rice rit alors qu'il quitte la scène. Au grand festival spirituel, Rio est accueilli comme leur ami juré, et Latifa en tant que résidente de leur village, avec un baiser de bénédiction de Dame Dryas. Les villageois sont heureux d'en être témoins et tous festoient à la fin de la cérémonie. Pendant la nuit du festin, chaque membre du village s'amuse au maximum, mais Latifa, Sarah et Orphea sont tout autour de Rio lui disant combien elle souhaite être plus amicale avec lui, bien qu'il semble qu'elle commence à être éméchée. Et Rio de son côté n'est pas sociable, il espère faire mieux après avoir entendu ces dames échanger des coupes d'amitié. Les dames s'en vont chercher plus de boissons. Dame Ursula dit à Rio que Latifa semble s'amuser, et Rio répond qu'elle est devenue une partie intégrante de notre village. Rio se lève et dit à Dame Ursula qu'il pense dire à Latifa qu'il va partir bientôt. Dame Ursula dit qu'elle va vraiment lui manquer et qu'elle a l'impression que c'est un peu trop tôt, mais peut-être que c'est le bon moment. Il est tard dans la nuit et Maître Rice et le gars décident de se reposer dans une forêt et ils partiront pour Stral tout demain matin. Il attache alors un aigle avec une corde à un arbre, puis Maître Rice dit qu'il va enquêter un peu sur la région et demande au gars de s'occuper du griffon. Ensuite, il lui montre une sorte de substance rouge qu'il appelle un type d'artefact. Il lui dit que cela offre une protection en cas de pire scénario. Il ajoute que s'il l'avale, il pourra savoir où il se trouve.
Le gars le prend et l'avale. Maître Rice lui dit que si quelque chose se passe, il ne doit pas s'inquiéter pour lui, mais il doit s'occuper de Griffon pour s'échapper. Il pointe dans une direction et dit que si le gars se dirige dans cette direction, il sera plus facile de le retrouver. Alors que Maître Rice s'en va, il répète que les gars doivent bien prendre soin de l'œuf. Quelques instants plus tard, Maître Rice est vu à un niveau dans les airs où il dit qu'il croit qu'il est presque temps pour les oiseaux de venir chercher l'œuf et assez longtemps pour qu'il puisse les voir arriver. Maître Rice espère que son leurre joue son rôle au mieux, puis il s'en va. Rio dit à Latifa de les laisser se promener. Après une courte promenade, et en continuant, Latifa demande à Rio ce qui ne va pas, car il n'a pas encore dit quelque chose. Rio s'excuse et elle dit qu'il devrait retourner à la place car il reste encore beaucoup de nourriture et de boissons. Rio demande à Latifa si elle aime vivre dans le village, et elle répond oui, c'est vraiment amusant, car tout le monde, y compris Rio, est là avec elle. Rio dit à Latifa qu'après un petit moment, il va quitter le village, mais elle dit non. Rio lui dit qu'il se dirige à l'origine vers l'est, et elle dit rapidement qu'elle va avec lui. Mais Rio dit qu'il ne peut pas l'emmener avec lui. Latifa demande pourquoi pas, et il dit qu'il va quelque part où il n'est jamais allé auparavant et qu'il ne peut pas évaluer les dangers. Latifa dit qu'elle ne veut jamais être séparée de lui. Latifa ne veut plus entendre d'excuses, alors elle s'en va. Sarah fait un rapport aux anciens sur une réaction à l'intérieur de la barrière et affirme que Lady Dryas l'a remarqué aussi. L'ancien Sildera dit qu'il semble que ce ne soit pas simplement une ou deux. Sarah dit qu'elle va aller confirmer immédiatement et Lady Ursula lui dit de prendre des guerriers avec elle. Maître Rice trouve son chemin vers la grotte et voit beaucoup d'œufs, et il dit qu'il semble que tout le monde parte, ne laissant personne derrière. Il dit que leurs facultés de poursuite sont impressionnantes, mais il semble que leur intelligence fasse défaut. Ensuite, il prend son temps pour acquérir les œufs dans la grotte. Xuma dit qu'elle détecte des réactions suspectes et OD, et Sarah lui demande l'emplacement. Elle dit « 2 dans la source ». Azuma dit qu'il y a un humain et un griffon. Sarah les met rapidement en garde de ne pas engager le combat. Ils atterrissent près d'un buisson que le gars pense être Maître Rice, mais les dames apparaissent à la place. Sarah dit au gars de venir tranquillement et de faire ce qu'elles disent. Xuma lui demande ce qu'il fait à cette heure de la journée. Sarah voit l'œuf avec lui et lui demande de quel type de fil s'agit, et le gars sort un couteau pour les effrayer. Il coupe rapidement la corde utilisée pour attacher l'aigle et s'enfuit avec. Xuma demande la permission de Sarah pour attaquer. Sarah dit qu'il semble que ce soit inévitable, alors il devrait cibler le griffon. Azuma tire, mais l'aigle esquive tout et se dirige vers leur village. Alors qu'il s'enfuit, les Wyverns arrivent pour attaquer. Xuma voit un vol de Wyvern et attire l'attention de Lady Sarah. Lady Sarah les voit et se demande pourquoi ils viennent dans un endroit comme celui-ci. Puis Orphée a dit que cela pourrait être l'œuf que le garçon a. Sarah dit qu'ils ne peuvent pas le laisser entrer dans le village. Sarah appelle Alma et Orphea pour leur dire qu'ils s'occuperont tous des Wyverns noirs. Sarah dit que Xuma et le reste d'entre eux devraient s'occuper des autres Wyverns. Alma envoie quelqu'un informer maîtresse Ursula et les autres. Après avoir acquis les œufs dans la grotte, Maître Rice dit que le rôle du gars est terminé et il presse la substance rouge dans sa main, ce qui tue le gars et il tombe de l'aigle. Mais le Wyvern suit. Sarah dit à Alma de s'occuper du Wyvern noir et Alma demande à Sarah si elle pourrait lui prêter son esprit lié pour qu'elle puisse se battre aux côtés de son Ifrita. Elle accepte et le fait. Latifa marche à travers la forêt, pensant à ce que Rio lui a dit. Puis un œuf et le gars tombe au sol. Latifa s'approche du gars mais il est mort. Elle voit l'œuf cassé et un énorme Wyvern noir apparaît juste devant elle. Le Wyvern noir voit son œuf et rugit. Rio revient au festival mais il remarque tout le monde courant dans tous les sens, jusqu'à ce qu'il voit enfin Dominique pour lui demander ce qui s'est passé. Dominique dit que le festival a été annulé parce qu'un vol de Wyvern approche. Il lui dit qu'il semble que Sarah et les autres les retiennent au-dessus de la forêt pour l'instant, mais il pourrait bientôt être sur nous. Il se souvient immédiatement de Latifa et court dans la forêt pour la retrouver. Le Wyvern noir frappe Latifa contre un arbre et faillit la brûler avec du feu. Quand Alma arrive pour bloquer le feu, le Wyvern noir lève sa patte pour leur marcher dessus, mais Alma attrape Latifa et quitte en droit. Elle incante Ifrita. Et un lion apparaît. Alma monte dessus et dit à Latifa de rester en arrière. Le lion et le loup combattent le Wyvern noir, tandis qu'Alma s'envole haut pour frapper le Wyvern noir. Mais il est assez alerte pour déjouer l'attaque et repousser Alma. Alma heurte un arbre et tombe au sol. Alma dit qu'à ce rythme, les Wyverns atteindront le village. Le Wyvern noir brûle le loup et le lion. Pendant qu'Alma pense à gagner du temps, Latifa essaie déjà de la distraire pour qu'elle n'atteigne pas le village. Elle prétend être une villageoise aussi. Le Wyvern noir bloque le chemin de Latifa avec un arbre et s'apprête à lui marcher dessus. Puis Rio frappe le Wyvern noir et il prend rapidement Latifa, s'excusant de lui avoir fait attendre si longtemps. Ils atterrissent et Latifa dit qu'elle est désolée d'être partie comme ça. Rio lui dit qu'ils peuvent mieux parler plus tard. Ensuite, il fait face au Wyvern noir. Il se bat avec le Wyvern noir à main nue. Le Wyvern noir veut cracher du feu sur Rio, mais Rio lance de la magie pour bloquer le feu dans sa bouche, ce qui lui fait exploser la tête et il meurt. Sarah et les autres les rejoignent là. Sarah félicite Alma d'avoir tué le Wyvern noir, mais Alma désigne Rio et dit qu'il a vaincu le Wyvern noir à lui seul. L'un d'eux dit que les autres Wyverns doivent s'être retirés parce que le Wyvern noir a été vaincu.
Sarah dit que les wyvernes sont timides par nature. Ils ne défieront pas ceux qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas battre. Elle se tourne vers Maître Rio et le remercie. Rio et Latifa s'excusent mutuellement de ne pas avoir bien géré la situation. Latifa dit qu'elle savait déjà la vérité, que Rio pourrait partir un jour. Elle dit qu'elle avait peur parce qu'elle n'a fait que lui causer de problèmes et elle pensait qu'il pourrait vouloir partir. Elle se demande si elle est un obstacle pour lui. Et Rio dit qu'elle n'est pas problématique ni un obstacle pour lui. Il l'appelle sa petite sœur. Puis, il lui dit pourquoi il se dirige vers l'est, vers la région de Yagumo. Mais il ne lui dit jamais pourquoi. Il dit que c'est la terre d'où venaient ses parents décédés, et c'est pourquoi il veut essayer d'y aller. Latifa dit que c'est la première fois que Rio lui parle de lui-même. Elle dit qu'il y a quelque chose qu'elle veut dire à Rio et qu'elle ne sait pas si Rio va le croire. Elle dit qu'elle est morte une fois et qu'elle était humaine. Elle a été réincarnée et est devenue la personne qu'elle est maintenant. Elle dit qu'elle était dans un endroit appelé le Japon avant. Ryu la croit parce qu'il est le même. Il était une personne japonaise tout comme elle. Latifa lui demande si ses regrets apparaissent et il répond que oui, mais il a juré qu'il serait fort et qu'il survivrait dans ce monde. C'est une autre raison pour laquelle il veut aller à Yagumo au moins une fois. Elle dit qu'elle serait plus forte et qu'elle l'attendra pour qu'il rentre chez lui. Ryu est prêt à partir, alors les anciens lui font l'honneur de le raccompagner. Dominique lui dit de ne pas parler comme s'ils étaient des étrangers. Il lui offre une épée en mithril pour qu'elle puisse absorber ses arts spirituels et s'en revêtir. Également, une armure faite de la peau du noir qu'il a vaincu. Sa force défensive lui fera penser que l'armure en métal n'est pas mieux que du papier. Ryu, merci beaucoup. Lady Ursula offre à Ryu des médicaments secrets et des élixirs merveilleux des elfes, également des denrées alimentaires et des boissons des peuples bêtes. Ryu dit qu'avec tout cela, il aura un peu de mal à tout porter. L'ancien Sildora lui donne un cachetan, mais il ne veut pas le prendre car il le considère comme précieux. L'ancien Sildora lui rappelle qu'il est leur ami juré. Il range tous ses bagages dans le cachetan. Ryu leur dit que si l'impensable se produit et que ce village des esprits fait face à un danger, en tant qu'ami juré, il promet de revenir en courant. Latifa lui souhaite un bon voyage, ainsi qu'à tous les autres. Puis elle leur demande de prendre soin de Latifa, sa petite sœur. Latifa la serre très fort dans ses bras. Ryu parvient à atteindre la région de Yagumo et cela fait 2 semaines qu'il est arrivé dans la zone. Mais il n'a trouvé aucune piste concernant sa mère et son père. Les gens qu'il voit autour de lui ont également les cheveux noirs. Un groupe de fermiers le voit, mais il parle en premier. Il dit qu'il est un voyageur et qu'il cherche quelqu'un. Il dit qu'il aimerait rencontrer le chef du village si quelqu'un peut l'aider. Alors une jeune fille nommée Ruri indique que grand-mère est le chef du village. Ryu demande si cela ne la dérange pas de l'y emmener ou de lui montrer le chemin. Elle accepte de l'aider. Ruri appelle Sayo à la suivre où elle va être en retard, et elle se lève rapidement pour la suivre. Ruri aide Ryu à se rendre chez sa grand-mère, et elle l'appelle à sortir pour voir son visiteur. Grand-mère dit qu'un visiteur est habillé de manière assez étrange. Ryu se présente rapidement à la grand-mère et dit qu'il est venu parce qu'il espérait lui poser une question. Elle lui demande s'il vient d'un autre pays, et il répond qu'il a voyagé à travers de nombreuses terres. Grand-mère se présente sous le nom de Yuba, puis elle lui demande quel est son but ici à Yagumo pour être précis. Ryu dit qu'il cherche quelqu'un. Il est venu dans ce village parce qu'il a entendu dire qu'elle connaissait la plupart des gens de cette région. Yuba lui dit que cela va être une conversation complexe, alors il trouve un endroit pour s'asseoir et discuter. Ryo dit qu'il a entendu que ses parents vivaient dans la région de Yagumo depuis plus de 15 ans, ce qui amène Yuba à lui demander quels sont les noms de ses parents. Et il répond Zen et Ayame. Yuba semble avoir déjà entendu ce nom, alors elle demande à Ruri et Sayo de retourner au travail avant de pouvoir parler. Ensuite, elle demande à Ryo de lui donner un peu plus de détails sur ses parents. Ryo dit qu'il a entendu que ses parents étaient nés dans la région de Yagumo, mais son père est mort avant qu'il ne soit assez vieux pour le connaître. Il vit une vie paisible et heureuse avec sa mère, mais elle est morte quand il avait 5 ans. Il dit qu'aller dans la région de Yagumo est quelque chose que sa mère et lui avaient promis de faire. Ryo pense qu'il pourrait trouver où ses parents vivent en voyageant car il aimerait leur faire des tombes, c'est le moins qu'il puisse faire pour eux. Yuba dit qu'elle connaissait ses parents et qu'elle pouvait voir leur regard sur le visage de Ryo. Ryo lui demande comment elle connaît ses parents et elle lui dit qu'elle est la mère de Zen, ce qui signifie qu'elle est la grand-mère de Ryo. Elle lui dit qu'ils ont déjà des tombes pour eux deux. Ensuite, elle l'emmène aux tombes de ses parents et il rend ses derniers hommages. Yuba dit qu'ils ont dû quitter ce pays en secret pour certaines raisons et qu'il n'y avait aucune possibilité qu'ils rentrent chez eux. Donc ceux d'entre nous qui connaissaient les véritables circonstances ont fait des tombes pour eux deux. Ryo demande la raison, mais Yuba dit qu'elle ne peut pas être celle qui lui en parle, mais que le moment viendra peut-être où elle pourra en parler. Yuba lui demande s'il va vivre ici dans le village jusqu'à ce que ce moment arrive, et il acquiesce. Yuba dit que tous ses proches sont morts et qu'elle n'a que Ruri avec elle. Ruri est la cousine de Ryo et elle a 15 ans. Ryo dit que Ruri a 1 an de plus que lui et Yuba fredonne parce qu'il semble mature. Yuba dit qu'il devrait rentrer, mais Ryo demande s'il peut rester un peu plus longtemps sur la tombe. Yuba lui dit de ne pas s'adresser à elle de manière formelle et qu'il ne devrait pas rester dehors tard. Yuba dit qu'elle gardera sa lignée cachée des autres pendant un certain temps. Il s'est fait tard, mais Yuba et Ruri lui ont préparé le dîner. Le lendemain matin, Ryo se réveille tôt avec l'intention de commencer à aider avec les choses autour du village, et il préfère commencer à préparer le petit déjeuner.
Yuba est heureuse que Ryo soit si motivé. Ruri arrive sur les lieux avec son corps pas complètement couvert, oubliant qu'ils ont Ryo à la maison maintenant. Et Ryo se tourne de l'autre côté. Quand elle remarque que Ruri n'est pas bien couverte, elle reprend ses esprits et court dans sa chambre. Au moment où Yuba lui rappelle qu'ils ne sont pas les seuls à rester à la maison maintenant. Pendant que Ryo prépare le petit déjeuner, Yuba dit que Ruri fera de la soupe miso, mais qu'ils n'en ont pas assez. Ruri dit que Sae et Shin viennent chez eux. Ensuite, elle montre un autre récipient et dit à Ryo d'utiliser l'eau de là. Elle dit qu'ils le remplissent chaque jour avec des arts spirituels. Ryo dit que l'eau chaude sera meilleure que l'ordinaire, alors il prépare de l'eau chaude avec de la magie spirituelle. Ruri trouve incroyable que Ryo puisse faire ça, et elle dit même que grand-mère ne peut pas le faire. Ryo dit qu'il peut lui apprendre un petit truc si elle veut, et elle accepte avec plaisir. Sai et Shin arrivent peu après qu'ils aient servi le petit déjeuner, et Yuba les présente à Ryo. Ils prennent tous leur repas, et Sai et Shin aiment et apprécient le repas. Ruri leur dit que Ryo prépare tout, et ils sont surpris. Ryo leur dit qu'ils peuvent en avoir plus s'ils le souhaitent. Après le repas, Yuba dit à Shin d'emmener Ryo chez Dola, parce qu'elle pensait à faire de Ryo un chasseur. Et Doula lui a déjà dit qu'il avait besoin d'aide. Elle dit que Ryo dit qu'il peut chasser aussi. Mais Shin doute que Ryo ait l'endurance pour ce travail épuisant. Yuba dit qu'étant donné qu'il a voyagé dans de nombreux pays à son âge et qu'il peut utiliser des arts spirituels, elle pense qu'il est assez fort pour le faire. Shin dit immédiatement qu'il peut même utiliser des arts spirituels, mais Yuba répond que Ryo pourrait être plus fort que lui. Shin dit qu'il va emmener Ryo chasser, mais il doit s'assurer qu'il ne se mette pas en travers du chemin. Après que Ryo et Shin soient partis chasser, Ruri se tourne vers Seo et lui demande pourquoi si Ryo, et elle dit qu'il lui semble un peu comme un noble doula. Shin et Ryo partent chasser et ils réussissent à chasser plus d'animaux comparé à quand c'était juste Doula et Ryo. À la fin de la chasse, Doula dit qu'il pourrait donner à tout le monde dans le village plus de viande que d'habitude. Ryo en tue plus en prenant son temps. Puis Gun dit que le plaisir vient après cela. Le lendemain, un examinateur fiscal nommé Saga Hayate et ses hommes viennent au village de Madame Yuba après longtemps. Yuta l'accueille et Ryo se présente et l'accueille aussi. Il examine les récoltes qu'ils ont et il l'invite à manger avec eux et il apprécie. Ryo est vu sans chemise s'entraînant avec une épée dehors et il remarque qu'il est observé. Et il dit qu'observer comme ça ne peut pas être amusant. Ruri sourit et fait l'éloge des mouvements de Ryo. Ruri dit qu'il a commencé depuis le jour où il est arrivé en ville. Elle lui demande donc pourquoi il a commencé les arts martiaux, mais il dit que c'est embarrassant à dire. Et les deux dames disent qu'elles veulent en savoir plus. Ryo opte pour sa chemise et raconte que quand il était petit, il y avait qu'une fille qu'il aimait, et il voulait devenir assez fort pour pouvoir la protéger. Ruri lui demande ce que la fille fait maintenant, mais il dit qu'ils ne sont plus en contact. Ryo dit qu'elle pourrait être avec quelqu'un qu'elle aime, et il ne sait pas si elle se souvient de lui en premier lieu. Il ne sait pas où elle vit. Ruri dit que si elle est en vie, alors ils pourraient se revoir un jour. Ryo dit qu'il s'entraîne pour lui-même en ce moment. La nuit, Sayo et Ruri dorment déjà quand Gun s'introduit dans leur chambre. Mais Ruri ouvre les yeux et voit Gun. Gun lui couvre rapidement la bouche et dit qu'il est responsable de ce qui se passe si elle lutte. Sayo se réveille et les voit en train de se battre. Gun conseille à Sayo de ne pas faire de bruit, sinon il frappera Ruri au visage et elle aussi. Gun entend la voix de ses hommes alors qu'ils sont mis à terre. Un éclair de lumière apparaît et c'est Ryo qui entre. Ryo retrouve Gon à l'endroit même où sa mère a été tuée. Gon laisse les filles pour s'en prendre à Ryo. Mais c'est Ryo qui le met à terre, le faisant passer de l'intérieur du bâtiment à l'extérieur. Ryo maintient sa jambe contre le cœur de Gon jusqu'à ce qu'il lui demande d'arrêter. Ryo s'assoit sur lui et lui frappe le visage à plusieurs reprises, jusqu'à ce que Lord Hayate vienne lui prendre la main pour qu'il ne le tue pas. Yuba éloigne les filles de la scène, et Lord Hayate demande une punition au royaume. Il ordonne donc d'envoyer un messager. C'est la deuxième fois que Ryo souhaite tuer quelqu'un. En tant que Ryo, il a toujours ressenti cela en lui. Mais une chose est qu'il a été attiré vers Amakawa Haruto sans s'en rendre compte. Il frappe son poing contre un arbre et dit qu'il détourne les yeux de sa vengeance, même s'il est le même genre de personne que cet homme. Le lendemain matin, ils reçoivent un message qu'un messager du royaume va arriver et ils décident que Gon et les autres seront placés en détention. Eh bien, Ryo s'excuse auprès de tout le monde pour leur avoir causé tant de problèmes et Yuba le remercie d'avoir protégé Ruri et Sayo. Les dames le remercient aussi. Ils rient tous et profitent de leur petit déjeuner. Grâce à l'influence de Lord Hayate, Gon et ses hommes seront emmenés au camp de prisonniers de la capitale royale et l'équipe de transport du village pourra partir en toute sécurité. Madame Yuba le remercie beaucoup. Lord Hayate dit qu'en tant que serviteur du royaume, il a simplement rempli ses devoirs comme on l'attendait de lui. Yuba le félicite pour sa sincérité et lui demande un service pour aider à livrer une lettre importante à son père, Lord Gookie. Yuba dit également qu'elle apprécierait beaucoup s'il pouvait la lui remettre en personne. Lord Hayate accepte de l'aider à la livrer. Puis ils prennent congé, y compris Ryo. Plusieurs jours plus tard, ils arrivent dans le royaume de Karasuki, à la capitale royale, et trouvent un endroit où séjourner. De là conseille de s'assurer de sortir avec quelqu'un qui connaît la capitale lorsqu'il quitte les lieux, sinon il risque de se perdre. Après cela, il demande si Shin et Ryo veulent sortir avec lui, et ils acceptent tous les deux. De l'eau emmène Ryo et Shin dans un restaurant où il frotte la tête de Shin et lui dit qu'il est temps que ses émotions changent.
Et Shin dit rapidement à Dolo d'arrêter parce que Ryo regarde. Le serveur leur sert 3 grandes portions de camuton, mais Ryo dit qu'il n'en a jamais entendu parler. Shin dit qu'il commencera à en avoir envie une fois qu'il l'aura goûté. C'était une expérience émotive la première fois que Shin en a mangé, dit Dolo. Shin dit qu'avec le camuton, le slurp dynamique est la manière élégante de le faire. Dolo dit à Ryo de manger pendant que c'est chaud, avant que ça ne devienne mou. Il prend la nourriture et il aime ça. Après le repas, Shin et Ryo sortent du restaurant et Shin le remercie d'avoir sauvé Sayo. Ils regardent tous les deux le restaurant et Shin dit qu'il doit s'assurer que sa sœur puisse en manger, sinon ils vont se battre à nouveau. Ryo et Sayo sont envoyés en mission et Ryo lui demande s'il aimerait aller manger du camutan avec lui. Après la mission, il dit que Shin lui a demandé de l'emmener s'il pouvait le faire. Il dit qu'ils se sont déjà disputés auparavant quand il lui a demandé de le faire pour lui, mais elle ne pouvait pas car elle ne l'avait jamais entendu auparavant. Ryo dit que son frère veut juste lui donner la chance d'en manger. Pendant qu'il parle, une femme de la cave à souvenirs appelle Ryo pour qu'il prenne un cadeau pour sa jolie petite amie. Sayo dit rapidement qu'elle n'est pas sa petite amie ou quoi que ce soit, et la femme dit qu'elle suppose qu'ils ont l'air si bien ensemble. Puis elle leur demande de jeter un œil à un seul souvenir de la capitale. Ryo demande à Sayo s'il y a quelque chose qu'elle veut, mais elle dit qu'elle va bien. Ryo dit qu'elle a fait tant de choses pour lui qu'elle ne devrait pas s'en soucier. La femme se tourne vers Sayo et dit qu'à des moments comme celui-ci, accepter silencieusement le cadeau montre la courtoisie d'une dame. La femme semble être très douée en affaires, dit Ryo. Sayo choisit l'un des plus beaux articles et l'essaie. La femme demande à Ryo ce qu'il en pense et Ryo dit que cela lui va bien. La femme dit qu'elle le vend pour 2 tablettes en argent de moindre valeur et Sayo commence à réagir, essayant de dire à Ryo de ne pas l'acheter. La femme voit sa réaction et dit qu'elle pourrait être en mesure de faire un petit rabais. Mais Ryo dit qu'il n'aime pas marchander le prix d'un cadeau pour une dame. La femme la remercie et souhaite avoir fixé le prix un peu plus haut. Alors que Ryo s'avance pour partir, la femme chuchote à l'oreille de Sayo qu'elle devrait faire de son mieux pour le rendre à elle, car il y aura beaucoup de concurrence pour lui. Un groupe de gars essaie de s'emparer d'une dame et celle-ci crie que les gars la lâchent. Une femme essaie d'aider, mais elle ne peut pas atteindre le gars qui tient la dame. Ryo arrive sur les lieux et suit le gars avec le mauvais qui s'enfuit. Ryo tombe le gars et sauve la dame, puis il demande à Sayo si ça va. Elle dit oui, elle va bien. Ensuite, l'autre femme bat l'autre homme et appelle Lady Komomo. Ryo dit qu'elle semble être inconsciente, mais il ne pense pas qu'il y a un risque pour sa vie. La femme s'excuse et dit que c'est à cause de son incompétence désespérée. Ryo lui confie la dame et lui dit de s'excuser auprès d'elle quand elle se réveillera. Ryo prend rapidement Sayo dans ses bras et quitte les lieux pour éviter tout problème. Lord Ginki fait un rapport à son fils, Ayate, sur la façon dont Lady Komomo a failli être enlevée. Et un jeune homme qui a sauvé Komomo et appréhendé les coupables a rapidement quitté les lieux. Puis il rappelle à Ayate qu'il a dit qu'il voulait lui parler en privé. Ayate sort une lettre et dit que Lady Yuba lui a confié une lettre importante. Lord Ginki lit la lettre et demande à Ayate s'il a rencontré quelqu'un nommé Ryo. Ryo et Sayo reviennent de la course et rencontrent d'autres qui nettoient les chevaux. Sayo appelle son frère et dit que le camuton était délicieux, puis Shin lui dit qu'elle lui fera du camuton quand ils rentreront au village et éloche la tête. Shin remarque aussi la pince à cheveux sur sa tête et lui demande ce que c'est, mais elle ne peut pas le dire. Ryo dit qu'il va aller déposer les affaires qu'ils ont prises à l'intérieur et il entend quelqu'un l'appeler Lord Ryo, puis il se retourne. Il voit Lord Ayate, a nommé sa femme, s'incliner devant lui. L'homme se présente comme Saga Gustavo Guki et la femme est Kyoko. Guki dit à Ryo qu'il et sa femme étaient autrefois les serviteurs de sa mère, Lady Karasuki Ayame. Ryo est surpris, et Guki dit que sa surprise est compréhensible. Guki lui explique que sa mère était issue de la famille royale du royaume de Karasuki. Guki commence par lui parler de sa connexion avec le père de Ryo, Zen. Il explique que cela s'est passé il y a 20 ans. Le royaume de Karasuki était en guerre avec le royaume voisin, Rokuran. Zen avait un don naturel pour les arts spirituels et les arts martiaux, et il s'est porté volontaire pour être soldat. Sa Majesté le roi lui a bientôt conféré le titre de noble guerrier. Guki dit qu'à cette époque, il a eu un coma avec lui. Guki affirme que ses compétences étaient authentiques. Pour cette raison, Guki dit qu'il a fortement recommandé qu'il protège les membres de la famille royale. Guki est sûr que Ryo peut déjà deviner que le membre de la famille royale qu'il a protégé était Lady Ayame. Lady Ayame a pris go à Zen, et c'est à ce moment-là qu'une trêve a été négociée avec le royaume de Rokuran. Lors de la cérémonie célébrant la trêve, le prince qui était venu en tant qu'ambassadeur a été attiré par Lady Ayame et a essayé de la voir ainsi que ses serviteurs. Zen les a empêchés de mener à bien leur plan. Mais le prince a ressenti du ressentiment face au fait que son serviteur avait été tué. Si la trêve devait être finalisée, la princesse exigeait l'exécution de Zen et un mariage politique avec Lady Ayame. Même maintenant, Guki dit que la pensée de certains lui fait bouillir le sang. Ryo demande si c'était la raison pour laquelle sa mère et son père s'étaient enfuis ensemble, et Guki répond que oui. Sa Majesté le roi l'a arrangé en secret et tous deux ont quitté leur pays. Ainsi, le temps s'est écoulé sans nouvelles ni contact avec eux. Mais aujourd'hui, il a reçu une correspondance de Lady Yuba. Et ayant contemplé leur honorable visage, Lord Ryo, il est certain qu'il ne peut y avoir de doute que vous êtes leur fils. Guki supplie et demande à Ryo s'il peut venir au château le lendemain.
jour où Sa Majesté le Roi et Son Altesse la Reine seront présents. C'est son plus cher souhait que Ryo et eux puissent se rencontrer. Guki dit que tous deux et lui-même, Ryo dit qu'il le fera. Le lendemain, Ryo arrive au château et rencontre le roi Omura et la reine Shizuku. Le roi Omura dit que c'est une rencontre avec leur cher petit enfant. Il demande donc s'il serait possible que Ryo soit moins formel avec eux. Ryo répond que s'ils le permettent, il fera de son mieux. Ensuite, il lui offre une place. La reine Shizuku dit que Ryo ressemble exactement à Ayame. Ryo répond que c'est elle qui ressemble à sa mère. La reine Shizuku demande à Ryo de leur parler de Ayame et de Zen. Pour aller droit au but, Ryo dit qu'ils sont tous deux déjà morts. Le roi Omura dit qu'ils aimeraient entendre comment ils sont morts et comment ils ont vécu. Ryo dit que son père, quand il était trop jeune pour le connaître, alors que sa mère était une personne gentille qui ne cessait jamais de sourire, elle ne lui a jamais montré sa peine après la mort de son père. Ryo dit qu'il n'était en aucun cas absolument aisé, mais chaque jour était un jour heureux. Mais elle est décédée. Quand elle est décédée. Le roi Omura demande à Ryo comment Ayame est morte. Ryo dit que s'il leur dit la vérité, cela sera incroyablement douloureux à entendre. Mais le roi dit qu'ils veulent savoir. Ryo dit que sa mère a été tuée juste devant lui. Il dit que le nom de la personne qui l'a tuée est un homme nommé Lucius. Il avait travaillé avec son père en tant qu'aventurier après la mort de son père. Il les avait aidés de nombreuses manières. Mais ce jour-là, sa mère sort et dit qu'elle reviendra bientôt. Elle dit aussi qu'il ne doit pas ouvrir la porte. Ryo finit par ouvrir la porte à un homme nommé Lucius. Il a frappé Ryo avec sa jambe et il a heurté sa tête contre une chaise. Lucius sort un conteneur contenant un liquide pour nourrir Ryo. Alors qu'il le force, Ayame entre et crie « Ryo !» Lucius la saisit et la poignarde à mort juste devant lui. Et il se retrouve dans le bidonville. Quand il se réveille, il reste villa en tant qu'orphelin jusqu'à l'âge de 7 ans. Puis il explique un incident où il a réussi à sauver quelqu'un d'une importance immortelle pour le royaume. Il a été autorisé à fréquenter un établissement éducatif dirigé par le royaume où certains des élèves étaient traités un peu durement. Mais certaines personnes l'ont bien traité. Grâce à eux, il a fréquenté l'école jusqu'à l'âge de 12 ans et ensuite il s'est lancé vers cette terre que sa mère avait promis de lui montrer un jour. Le roi Omura dit que ses deux parents doivent nourrir une profonde haine envers eux. Ryo dit qu'il pense que sa mère leur était reconnaissante d'avoir pu épouser son père. Il dit qu'il n'aurait aucun sens à les haïr face à cela. Ryo dit que l'homme qui a tué sa mère est la seule personne qu'il ne pardonnera jamais. Le roi Omura demande s'il espère se venger, et il dit qu'autrefois c'était tout ce qu'il maintenait en vie. Mais la vengeance ne crée rien, dit-il. Néanmoins, s'il rencontrait un jour cet homme. Le roi Omura dit que s'il emprunte le chemin de la vengeance, ce qu'il trouvera c'est l'enfer. Ryo dit qu'il va avancer parce qu'il est déterminé à le faire. Même si c'est nécessaire, il n'hésiterait pas à salir ses propres mains. Le roi Omura dit qu'il ne l'arrêtera pas. Mais avant cela, il aimerait qu'il s'entraîne avec Guki, car il aura besoin de force s'il doit un jour affronter Lucius. Guki et Ryo rentrent chez eux quand ils voient Lakemomo, qui est la fille de Guki et qui est celui qui a sauvé Lady Komomo. Guki et sa femme sont contents et surpris. Le combat entre Guki et Ryo, Kyoko pour officier le combat, et le roi et la reine sont également présents. Guki et Ryo commencent tous deux à montrer de merveilleuses compétences à l'épée pour s'attaquer l'un l'autre. Jusqu'à ce que Guki décide d'invoquer la compétence cachée, première lame, éclaboussure d'air pour frapper Ryo. Mais il se défend avec son art spirituel. À la fin du match, le combat revient à l'ordre Ryo. Le roi et la reine trouvent sa performance impressionnante. Le roi lui demande s'il a un souhait et il dit qu'il a une cousine qui vit dans le village où il a séjourné et qu'il aimerait lui parler de sa lignée, mais le roi dit qu'ils feront confiance à son jugement à ce sujet et il les remercie. Les villageois sont de retour au village, mais Ruri ne peut pas les trouver. Sayo appelle Ruri pour qu'elle regarde la montagne où il dit à ses parents qu'il ne peut plus courir, vivre pour protéger ce qui est précieux. Il acceptera la laideur en lui et avancera. La nuit du même jour d'arrivée au village, Yuba et Ryu expliquent à Ruri qui est Ryu. Mais Ruri est surprise d'apprendre que Ryo est son cousin. C'est probablement difficile à croire, alors elle fait une blague à ce sujet. Yuba dit que ce n'est pas officiellement reconnu, mais que Ryo fait partie de la famille royale. Elle ajoute que le père de Ryu a gagné des munitions de reconnaissance pendant la guerre et été élevé au rang de noble guerrier. Et l'histoire est connue de tous les anciens du village. Ruri s'excuse pour son impolitesse et s'incline devant Ryu, après avoir été suffisamment convaincu par Yuba. Ryu n'est pas à l'aise avec la formalité, alors il lui dit de ne pas faire ça. Ruri dit qu'il est de la royauté, et Ryu répond que sa mère l'était peut-être, mais pas lui. Alors elle lui demande de la traiter comme avant. Elle demande si elle peut l'appeler Ryo, et il dit bien sûr, et il espère continuer leur relation. Ensuite, elle dit qu'ils sont cousins. L'appeler Madame Ruri est un peu gênant, alors elle veut qu'il se réfère à elle de manière plus familière. Ryu accepte, même si cela va lui prendre un certain temps. Ryu dit à tous les deux qu'il pense quitter ce village d'ici 1 an, et Yuba dit qu'il va lui manquer, mais que cela ne peut être évité. Yuba lui demande s'il retournerait dans la terre où il a grandi, et il dit oui, mais qu'il aimerait aussi s'arrêter quelque part en chemin. Ruri lui demande s'il reviendra un jour dans ce village, et il dit que si c'est permis, il aimerait revenir un jour. Ruri dit qu'il est bien sûr permis, et Yuba ajoute qu'il est membre de ce village, donc il peut revenir à n'importe quel jour. Ruri pense que puisque Ryo dit qu'il va s'arrêter quelque part, peut-être que quelqu'un l'attend là-bas. Ryo dit qu'ils ne sont pas liés par le sang,
mais qu'il y a quelqu'un qui pense à lui comme à un grand frère. Ryo retrouve Ruri et Sayo à leur endroit habituel, et il s'adresse à Ruri comme ils ont convenu de le faire. Puis il mentionne qu'il n'a pas dit bonjour à tout le monde depuis son retour, alors il veut faire le tour et voir tout le monde correctement. Ruri dit d'accord, puis elle remarque l'expression sur le visage de Sayo et des autres dames, et elle leur demande quoi. Sayo parle de la manière de s'exprimer. Une dame s'approche de lui pour lui demander pourquoi il parle à Madame Ruri de cette façon, comme si c'était normal. Ruri parvient à leur dire qu'ils vivent tous les deux dans la même maison. Elle lui demande donc d'arrêter d'utiliser tout ce langage formel. D'autres dames sont jalouses, disant qu'elles en veulent aussi. Il continue ses activités quotidiennes dans le village et apprécie son temps avec les villageois à la ferme. Ruri appelle Ryu pour lui dire qu'elle a planté les semis dans sa zone exactement comme il lui avait demandé. Ryu la félicite et lui dit d'aider les autres qui n'ont pas terminé les leurs. Dolo intervient et dit que Ruri travaille si dur qu'elle fera une bonne mariée, et Ryo dit qu'il le pense aussi. Ryu et Dolo rient quand elle dit qu'il ne devrait pas la traiter comme ça. Puis Ryu se tourne vers MMCO et lui demande s'il peut l'aider. Mais elle continue rapidement sa plantation et dit qu'elle ne fait pas attention. Ryo lui dit de s'assurer qu'elle se souvienne de tout. De plus, il aimerait superviser tout le monde dans le village sur ce qu'il a enseigné. Après son départ, Sayo entend cela et s'arrête, et Ryo dit que tout dépend de la façon dont cela se passe. Elle demande à Ryo s'il quitte leur village et il dit oui. Il dit qu'il n'en a encore parlé à personne d'autre. Mais cet automne, autour du moment où le festival de la récolte se termine, c'est à ces moments-là qu'il pense partir. Elle demande s'il reste prêt et reviendra régulièrement au village. Mais il dit qu'il prévoit de voyager à travers le pays, donc il ne sait pas s'il pourra revenir régulièrement. Il pense qu'il est préférable de l'informer longtemps à l'avance. Sayo est inquiète, mais ne veut pas que Ryo le remarque. Elle prétend donc que de la terre de ses mains lui est entrée dans les yeux. Ryo crée un art spirituel de l'eau et lui donne pour se laver le visage. Ruri lui demande ce qui s'est passé et elle lui dit les mêmes choses qu'elle a dit à Ryo. Puis elle dit qu'elle ferait mieux de terminer sa section et Ruri dit qu'elle l'aidera. Sayo rentre chez elle ce jour-là et éclate en larmes jusqu'à ce que Shin entre dans la maison pour voir sa sœur pleurer. Il lui demande donc ce qui ne va pas. Elle prétend aller bien et qu'elle va préparer le dîner. Mais il est évident que ce n'est pas l'heure du dîner. Shin pense que c'est Ryu qui a fait pleurer. Alors il s'apprête à sortir en colère quand MMCO lui dit que Ryo n'a rien fait, juste qu'il quitte le village. Shin sort rapidement de la maison pour aller chez Madame Yuba à la recherche de Ryo. En arrivant là-bas, il voit Ryu et Boo devant lui, le suppliant de rester dans le village. Il dit qu'il sait que ce qu'il dit est égoïste, mais il ne devrait pas quitter le village. Sayo arrive et s'excuse pour les ennuis que son frère aurait pu causer. Ils s'excusent tous les deux et partent pour leur maison. C'est enfin la fête de la récolte. Tout le monde est heureux, profitant de l'instant, et Madame Yuba invite la famille Gookie à s'amuser avec eux. Gookie décide de relever un défi avec quiconque a confiance en ses compétences. Il dit que le rang et la taille n'ont pas de signification. Alors que certaines personnes acclament Gookie, d'autres poussent Dola sur scène pour défier Gookie. Même s'il ne le veut pas, Gookie gagne. À la fin du défi, Ryo fait en sorte que tout le monde fasse Kamuton. Ruri invite Komomo à venir faire Kamuton. Ryo remercie Madame Yuba et Ruri pour son aide aujourd'hui, et elle dit que c'est le moins qu'elle puisse faire. Puis, Seiyo demande si elle peut avoir un moment avec lui. Il s'éloigne donc de l'endroit de la fête pour discuter. Ryo voit la pince à cheveux et d'autres choses. Dit qu'elle l'utilise toujours. Puis elle aborde la conversation principale, qui pourrait sembler lourde mais elle doit le dire. Elle dit qu'elle est amoureuse de Ryo. Ryo se sent désolé mais il ne peut pas lui rendre ses sentiments. Elle demande si c'est parce qu'il quitte le village et il dit oui, mais ce n'est pas la seule raison. Ensuite, elle dit que Ryo devrait l'emmener avec lui. Ryo dit que ce n'est pas possible, et elle dit qu'elle travaille dur pour ne pas ralentir Ryo. Elle dit qu'elle a entraîné son corps et pratiqué ses arts spirituels tous les jours pendant les 6 derniers mois. Elle dit qu'elle fera tout ce qu'elle peut pour ne pas le retenir. Ryo insiste sur le fait que ce n'est pas un problème du tout. Il répète qu'il est désolé et ne peut pas lui rendre ses sentiments. L'eau coule sur son visage et elle dit que ça va, même si Ryo ne la regarde jamais. Même s'il ne fait jamais rien pour elle. Mais il devrait au moins lui permettre de rester à ses côtés. Elle tient la main de Ryo, mais Ryo sort désolé et lâche sa main avant de quitter la scène. En partant, il remarque Shin qui regarde. Il s'arrête donc et dit doucement qu'il est désolé, maître Shin. Ryo est sur le point de partir, donc il remercie à la fois Madame Yuba et Ruri. Mais Madame Yuba dit qu'il n'a pas besoin de partir alors qu'il fait encore si sombre. Ryo dit qu'il a fait ses adieux à tout le monde dans le village hier et que le voyage va être long. Ruri lui dit qu'il peut revenir chez lui à tout moment. Ryo part alors qu'il lui souhaite un bon voyage. Seiyo attend Ryo à la frontière du village, elle se souvient de ce que Lord Gookie lui a dit pendant que Ryo l'a quitté en pleurant. Elle souhaite le meilleur à Ryo et lui dit de bien prendre soin de lui, et il dit oui en espérant qu'elle fera de même. Elle dit qu'elle va travailler dur, qu'elle fera de son mieux, donc il doit aussi faire de son mieux. Ryo lui dit qu'il est vraiment heureux qu'elle soit venue le voir avant son départ. Ils se serrent tous les deux la main et se souhaitent au revoir jusqu'à ce qu'ils se rencontrent à nouveau. Ryo prend l'avion pour retrouver les demi-humains et Latifa. Latifa se précipite vers lui pour lui faire un câlin de bienvenue et il dit qu'il est de retour. Il dit aux anciens qu'il a pu vivre beaucoup de bonnes expériences, il leur explique tout.
Ryo dit à Latifa que sa grand-mère et ses cousins ont dit qu'ils voulaient la rencontrer quand il leur a dit qu'il avait une petite sœur, et elle dit qu'elle pourrait aussi vouloir les rencontrer. L'ancien Sildora demande à Ryo combien de temps il pourra rester avec eux cette fois-ci, et il répond quelques mois au maximum. Il promet à Latifa de s'assurer qu'il reviendra plus rapidement cette fois. L'ancienne Ursula demande à Ryo s'il manque de quelque chose lors de son voyage. Ryo dit qu'il a encore beaucoup de provisions, mais qu'en voyageant, une pensée lui est venue, donc il espérait qu'elle pourrait lui prêter sa sagesse. Elle lui demande d'y aller. Puis il dit qu'il pensait à construire une maison qu'il pourrait emporter avec lui dans le cache-temps. Dominique trouve cela intéressant, mais Ursula dit qu'il voudrait une maison qui puisse être installée sans fondation. Dominique dit qu'il devrait utiliser les arts spirituels pour préparer le terrain à chaque fois. L'ancien Sildora dit qu'une fois qu'il aime ça, il ne reviendra pas pendant un certain temps. Ursula dit à Ryo de laisser la maison à Dominique, donc en attendant, il devrait passer tout le temps qu'il peut avec Latifa et les autres. Après la discussion avec les anciens, il rencontre les dames dans la pièce. Sarah lui demande s'il a pu avoir une longue conversation avec l'aîné, et il dit que oui. Puis il dit qu'il est soulagé de voir que tout le monde semble aussi pétillant que jamais. Sarah dit que les anciens ont dû être surpris de voir à quel point il a grandi. Ryo dit que c'est vrai, car cela fait 2 ans. Orphea dit que Ryo a tellement grandi qu'Alma et Sarah semblent être devenues assez timides autour de lui, mais elles affirment toutes deux ne pas être timides. Ryo dit à Alma et Sarah qu'elles sont devenues plus comme des jeunes femmes et qu'elles sont charmantes. Il se tourne vers Orphea pour lui dire qu'elle est devenue plus belle et que son aura calme n'a fait que grandir. Puis Latifa lui demande s'il prendrait un bain avec elle, et les dames s'écrient. Bien sûr, il ne le fera pas. Ryo se réveille dans son lit et trouve une femme nue à côté de lui, alors elle crie si fort que les dames entrent dans la pièce pour demander ce qui se passe. Les dames sont surprises par ce qu'elles voient, mais Ryo essaie de leur expliquer qu'il ne comprend même pas non plus. Toutes les dames sont présentes, donc elles lui demandent qui est la femme, mais il insiste sur le fait qu'il s'agit d'un malentendu. Puis la femme change de position pour se rapprocher de Ryo, ce qui rend les dames si curieuses de vouloir savoir qui elle est. Madame Sarah dit « C'est un malentendu. Maître Ryo dort simplement avec une femme nue, c'est tout. » Et les dames ont vu quelque chose qu'elles ne sont pas censées voir, et elles s'excusent. Latifa demande qui elle est, et Ryo réveille la femme pour lui demander qui elle est. Elle ouvre les yeux et dit qu'elle est un esprit. L'esprit qui a formé un pacte avec Haruto. Elle leur explique qui elle est, et cela rappelle à Ryo ce que Lady Dryas lui a dit sur l'esprit lié. Ryo lui demande comment ils forment tous les deux un pacte, mais elle ne sait pas non plus. Ryo dit que lorsqu'il était encore petit, c'était la dame qui lui a montré comment utiliser les arts spirituels, et elle ne sait toujours pas. Ryo lui demande pourquoi elle apparaît soudainement ici, mais elle ne sait pas non plus. Ryo lui demande si c'est ce qui se passe quand un esprit lié apparaît pour la première fois. Et Madame Saraora dit que les esprits avec lesquels ils sont liés ne sont pas de forme humaine, donc ils ne savent pas. Ryo se tourne vers la dame pour lui demander son nom, mais elle dit qu'elle ne connaît pas son nom. La dame dit qu'elle veut un nom parce qu'elle est aux côtés de Haruto, celui de Ryo. Ryo lui demande pourquoi c'est à lui de lui donner un nom, et elle dit parce qu'elle existe pour lui. Orphea remarque que la dame l'appelle Haruto tout le temps, mais Ryo dit qu'il leur expliquera plus tard. La dame connaît Ryo, elle lui parle par télépathie et lui dit qu'elle sait tout de lui. La dame dit qu'elle peut parler si c'est avec lui. Ryo lui demande si elle veut dire tout sur Amakawa Haruto. Lorsqu'elle dit tout, elle demande avec surprise si c'était l'harmonie Haruto qu'il était avant de devenir ce Haruto. Ryo dit qu'il semble qu'elle sait tout, et elle dit qu'il ne devrait pas s'inquiéter, elle ne le dira pas aux autres. Elle demande s'il serait mieux qu'elle l'appelle Ryo. Il sourit et dit qu'elle peut l'appeler par n'importe quel nom. Ryo lui demande si cela lui convient qu'il lui donne un nom. Elle insiste pour qu'il lui donne un nom, et Ryo lui demande si elle pourrait lui accorder un peu de temps, et elle dit oui. Ryo a l'impression que cela se passe trop vite, donc il ne sait pas quoi faire. Madame Saraora lui demande s'il pourrait demander conseil aux aînés et à Lady Dryas. Elma dit que Lady Dryas est un esprit de forme humaine, donc elle pourra avoir des conseils pour lui. Ryo se tourne vers la dame pour lui demander si elle viendrait avec lui. Mais quelle robe porterait-elle? Elle se lève et une belle robe la couvre automatiquement. Tout le monde dans la pièce est surpris et elle dit qu'elle a tissé la robe à partir de Od et de Mana. Elle change de robe et Ryo ne sait pas comment le nom Aishia sort de sa bouche. La dame semble aimer le nom et elle dit dans la langue ancienne de leur village que cela peut signifier printemps chaud ou beau printemps. Ryo dit que quand il la regarde, l'image du printemps semble juste convenir et elle avoue qu'elle aime ça. Elle dit que le printemps est comme le Haru dans Haruto. Alma est la première à souhaiter la bienvenue et demande si elle doit la traiter comme une grande sœur. Puis les autres l'accueillent aussi. Dans la salle du conseil, ils décident d'informer les aînés de l'esprit lié de Ryo, qui s'est éveillé soudainement. Et les aînés se demandent pourquoi l'esprit a perdu sa mémoire. Ryo est sur le point d'expliquer son pacte avec l'esprit aux aînés lorsque Lady Dryas apparaît. Et la raison de son apparition est qu'elle a ressenti un puissant esprit apparaître dans la barrière du village. Elle reconnaît l'esprit et elles se présentent toutes les deux. Lady Dryas dit à tous qu'il est approprié que les esprits de forme humaine gardent leurs souvenirs d'avant leur élévation. Elle demande à Ishia si elle se souvient du type d'esprit qu'elle était. Et elle prétend être l'esprit lié de Haruto.
Cela soulève la question de qui est Haruto, mais Ryo dit qu'il y a une petite situation à ce sujet, et il avoue qu'il s'appelle Haruto dans la région d'Austral et qu'il est recherché par les autorités. Lady Dryas suggère qu'ils identifient le type d'esprit qu'est Aishia. Elle demande donc à Aishia de dire quel élément elle maîtrise le mieux, et elle répond qu'elle est douée dans tous les éléments. Ils sont tous surpris d'apprendre qu'Aishia est compétente dans les arts spirituels de chaque élément, même Lady Dryas. Ils décident alors d'organiser un combat entre Ryo et Aishia pour comprendre combien de pouvoir Aishia possède, surtout Ryo. Ryo tient une pierre et dit à Aishia que leur combat commence une fois que la pierre touche le sol. Ryo lance la pierre et elle touche le sol, puis le combat commence. La technique de combat d'Aishia est rapide et Ryo remarque son mouvement, se demandant si elle a tracé et copié ces techniques. Le combat est intense. Ils utilisent tous deux différents arts spirituels dans la bataille, dont l'un qu'Alma peut identifier comme étant utilisé pour vaincre le Wyvern noir. Ensuite, Ryo et Aishia libèrent d'énormes tornades que Lady Dryas doit interrompre avant qu'une forme d'attaque des deux côtés puisse affecter le village. D'après la performance d'Aishia, ils peuvent dire qu'elle est vraiment capable de chaque élément. Lady Dryas dit d'après ce qu'elle a vu qu'Aishia n'utilise qu'une fraction de ce qu'elle a, et en l'état actuel, elle pense qu'Aishia n'est pas en sécurité. Lady Dryas dit qu'elle transmettra ses connaissances sur les esprits à Aishia à partir du moment où l'ancien Sildora accueillera Aishia au nom du peuple des esprits. Ils ont un festin pour accueillir Aishia dans leur village et Ryo lui montre des choses uniques dans le village. L'ancien Dominique emmène Ryo et les autres à la maison qu'il a aidé Ryo à construire, qui dispose de différentes installations, y compris une baignoire en pierre, etc. L'ancien Dominique dit à Ryo que tant qu'une fondation est établie avec des arts spirituels, la maison peut être installée où il le souhaite. Ryo le remercie, mais il lui donne une petite tape et lui dit de ne pas agir comme s'ils étaient des étrangers. Puisque l'ancien Dominique a terminé la maison, il peut l'emporter avec lui. Ryo pense qu'il doit rendre hommage aux anciens, ce qui signifie qu'il est temps pour lui de partir. Latifa lui demande quand il s'en va, et il dit le surlendemain. L'ancien Dominique dit qu'il informera les autres anciens et qu'ils se rencontreront au hall du conseil. En entrant dans la nouvelle maison, Ryo remarque l'humeur de Sarah et il se sent désolé pour son départ soudain. Sarah lui dit de passer un peu de temps à parler avec Latifa. La nuit, Ryo est vu dans le bain en pensant à lui-même comme étant inconsidéré. Il s'est concentré sur son entraînement aux arts spirituels depuis qu'Aishia s'est éveillée. Mais il n'a pas beaucoup parlé avec Latifa. Juste à ce moment-là, Latifa entre en serviette de bain avec l'intention de laver le dos de Ryo puisqu'il part le surlendemain. Mais Ryo n'est pas à l'aise avec le fait qu'elle ne porte pas de vêtements. Finalement, il lui permet de laver son dos. Et elle lui rappelle qu'elle était japonaise. Son nom à l'époque était Endo Suzune. Et Ryo lui demande pourquoi elle a décidé de le mentionner tout à coup. Elle dit qu'Aishia l'appelle Haruto. Il lui dit que c'était son alias dans la région d'Austral. Ryo lui dit que son nom était Amakua Haruto quand il vivait au Japon avant sa réincarnation. Latifa dit qu'elle prenait un bus et qu'il y avait quelqu'un qu'elle souhaitait être son grand frère et qui prenait le même bus qu'elle tous les jours, mais le bus a eu un accident. Ryo peut maintenant comprendre qu'ils sont impliqués dans cet incident. Elle dit que Ryo est un frère merveilleux, mais Ryo ne se sent pas ainsi car il n'est plus avec elle. Latifa le prend dans ses bras immédiatement et lui dit de s'assurer qu'il rentre au village. Ryo promet de revenir si Latifa l'attend. Elle est si heureuse d'entendre cela, et elle demande s'il y a des endroits qui ont besoin d'être rincés davantage, et ils en font une blague. Ryo lui dit qu'il a quelque chose à faire dans la région d'Austral, et Latifa lui dit de ne pas mentionner qu'elle comprend. Le lendemain matin, Ryo est prêt à quitter le village pour la région d'Austral, et il est escorté par les anciens et les autres dames. L'ancienne Ursula lui donne un cristal de téléportation, un objet magique qui permet à l'utilisateur de se téléporter facilement au village. L'ancien Dominique lui dit que cela ne fonctionne que dans un sens, donc cela ne peut pas le ramener d'où il vient. Il le considère comme un ami juré, et apprendre qu'un ami juré part en voyage les mains vides souillerait le nom du peuple des esprits. L'ancienne Sildora lui donne un objet magique qui lui permettra de changer la couleur de ses cheveux à volonté. Comme il est un homme recherché dans Stral, cet objet magique s'avérait utile. Lady Dryas rappelle à Aishia de ne pas oublier ce qu'elle lui a appris. Puis Ryo dit à Sarah de s'occuper de sa petite sœur. Mais Latifa prétend ne plus être une enfant. Ils lui souhaitent tous un bon voyage en route vers Stral. Ryo dit qu'il a quelque chose à faire à Stral, mais avant cela il doit rencontrer quelqu'un. Et Aishia dit Celia. Elle semble tout savoir. Ryo dit qu'il n'a pas pu communiquer avec elle. Après la première lettre de retour à l'académie de Beltrom, Celia est vue dans la cour de l'école, pensant et se demandant si Ryo est en sécurité où qu'il soit, alors qu'elle tient toujours la lettre qu'elle a reçue de lui. Tout à coup, Lord Charles est surpris, et elle l'appelle Lord Charles. Mais il lui demande pourquoi elle ne l'appelle pas chérie. Celia dit qu'elle ne peut pas, parce qu'elle est trop timide pour faire quelque chose comme ça. Eh bien, Lord Charles espère qu'elle changera avec le temps. Puis l'un des gardes de Lord Charles l'appelle pour qu'il vienne voir quelque chose, puis il s'en va. Ryo et Aishia trouvent leur chemin vers Beltrom, la capitale royale du royaume de Beltrom. Mais cela semble bondé par rapport à ce que c'était avant. Pour éviter d'être remarqué par qui que ce soit, il utilise l'anneau magique pour changer la couleur de ses cheveux.
Il décide de s'arrêter dans une boutique de femmes, de prendre quelque chose chez elle et d'utiliser l'occasion pour demander pourquoi il y a tant de gens qui passent. Et la femme dit que c'est parce qu'il y aura une parade de mariage de nobles le lendemain. Donc beaucoup de gens sont venus de l'extérieur de l'hôpital de la capitale royale. Ryo est curieux, alors il demande des nobles de quelle maison. Et elle dit de la maison du duc Arbor, l'une des grandes maisons nobles. Ryo dit à Aisha qu'il va à l'académie ensuite. Mais Aisha dit qu'elle ira avec lui car sa forme spirituelle pourrait leur être utile quand ils seront dehors la nuit. Lorsqu'ils arrivent à l'académie, ils atterrissent sur un toit adjacent à l'entrée de l'académie avec quelques gardes restant vigilants. Ryo les pend par une fenêtre qu'il avait l'habitude de déverrouiller facilement mais qu'il ne pouvait pas. Alors Aisha utilise rapidement sa forme spirituelle pour apparaître de l'autre côté et l'ouvrir de l'intérieur pour Ryo. Ils trouvent leur chemin vers le laboratoire de recherche de Celia, mais il est vide. Alors Ryo se demande si elle a changé de laboratoire car il sait qu'elle ne quitterait pas l'académie. Ryo dit que c'est un peu risqué, mais s'il y a des chercheurs dans d'autres pièces, ils peuvent utiliser des illusions et leur demander. Aisha lui dit de laisser faire. Ryo trouve un autre laboratoire de recherche dans l'académie, et il frappe à la porte. Lorsque l'homme dans le laboratoire demande qui frappe, Aisha apparaît derrière lui et le touche pour qu'il ne reconnaisse pas Ryo. Ryo entre et lui demande où se trouve Celia Claire, qu'il a des affaires avec elle, et l'homme répond qu'elle est au palais royal. L'homme lui dit que Celia va épouser Lord Charles de la maison du duc Arbor. Ryo semble abasourdi lorsqu'il entend la nouvelle. Ryo est surpris que Celia se marie avec Charles Arbor. Alors il demande à l'homme comment cela a pu arriver. L'homme explique que lors du dernier conflit, le royaume de Beltrum a subi une défaite écrasante face à l'Empire Proxia. Mais grâce aux actions de la maison du duc Arbor, ils ont à peine réussi à entamer des négociations pour la paix. Cependant, le pouvoir et l'autorité de la famille royale ont été perdus. Ensuite, la faction du duc Huguenot a été tenue responsable, ce qui les a contraints à fuir la capitale royale. La maison du duc Arbor a rassemblé son élan, et ce qu'ils ont choisi pour regagner de la force est la maison du comte Claire. Aisha demande à l'homme si la maison du comte Claire désire ce mariage politique, mais l'homme dit qu'il ne sait pas, qu'il n'a pas d'informations aussi détaillées. Aisha retire sa main de l'homme et il s'endort à l'extérieur du bâtiment sur le toit. Aisha demande à Ryo ce qu'il ferait, et il dit qu'il doit voir Celia et lui parler en personne avant que le mariage n'ait lieu le lendemain. Mais Celia est dans le château, et il y a toutes les chances que leur défense soit encore plus stricte que celle de l'académie. Aisha dit qu'elle utilisera sa forme spirituelle pour enquêter. Ryo dit qu'un esprit en forme spirituelle est une masse d'eau et de mana, et que quelque chose à l'intérieur du château pourrait être configuré pour détecter une puissance magique suspecte. Aisha dit qu'elle peut percevoir visuellement les barrières conçues pour détecter la magie. En partant, Ryo s'apprête à dire qu'elle et Celia ne se sont jamais rencontrées auparavant, mais elle dit qu'elle sait à quoi elle ressemble. Ryo lui dit qu'il compte sur elle. Au château, Lord Charles, Celia et son père dînent. Puis son père se sent désolé de ne pas avoir pu venir la voir jusqu'à présent. Celia pense que son père est occupé par des affaires officielles, alors elle lui dit de ne pas mentionner Lord Charles qui les interrompt. Il appelle le comte Claire le père de Celia et dit qu'il suppose qu'il devrait l'appeler père maintenant. Il lui dit de se rassurer que les préparatifs de la cérémonie sont complets. Le comte Claire dit qu'il a entendu dire que la cérémonie sera un grand événement, et Lord Charles répond que c'est bien sûr un mariage entre leur maison du duc Arbor et la maison du comte Claire. Le comte Claire s'attend à ce que la sécurité soit impeccable, et il dit aux chevaliers de la garde royale, au corps des mages et aux autres, qu'il a rassemblé les meilleurs de leur royaume. Le comte Claire, qui était inquiet pour tout, est maintenant soulagé. Lord Charles lui dit qu'il s'inquiète pour lui au lieu qu'il s'inquiète pour eux. Il dit que des rumeurs étranges circulent à la cour royale selon lesquelles le comte Claire et une partie des nobles ont été en contact secret avec le duc Huguenot qui a fui le royaume. Le comte Claire dit que la calomnie est complètement infondée, mais Lord Charles dit qu'il est vrai que la confiance en lui a été ébranlée. Le comte Claire déclare qu'il ne trahira jamais ce royaume. Lord Charles lui dit de ne pas s'inquiéter, car son mariage avec Celia est en partie pour aider à protéger sa position. Il ajoute qu'ils vont bientôt faire servir le comte Claire comme commandant et directeur de la maison du duc Arbor. Cela ressemble à une menace pour le comte Claire, mais il n'a pas le choix. Il donc accepte de faire tout ce qui est en son pouvoir pour remplir cette responsabilité. Ensuite, il porte un toast à la paix et à la prospérité des deux maisons et à la belle mariée. Celia dit qu'ils sont sous la protection de Lord Charles, car elle et son père s'engageront entièrement à cela. Lord Charles se réjouit de la cérémonie de mariage de demain. Ryo est bien haut au-dessus du château, observant la force de la défense dans le château, et il n'est pas surpris de voir que, comme il l'avait déjà pensé, tout est en préparation pour demain. Aisha parle télépathiquement, lui disant qu'elle a trouvé où se trouve Celia, qui est à l'extérieur du palais. Elle dit à Ryo de commencer par la porte principale. Sur la gauche, un peu plus loin, il y a un grand bâtiment. Ryo se met en route pour y aller. Celia est dans sa chambre, pensant à combien de temps elle et son père se sont vus. Sans parler du fait qu'ils n'ont pas vraiment discuté en tant que parents et enfants, pour que son père et la maison de Claire aillent bien. Tout ce qui lui reste à faire, c'est de devenir la propriété de Lord Charles pour le reste de sa vie. Puis elle ouvre son tiroir pour sortir la lettre de Ryo et souhaite pouvoir le revoir. Elle pense à ses sentiments pour Ryo. Elle ouvre l'enveloppe, sort la lettre pour la brûler, et puis Ryo entre dans sa chambre.
Il retire ce qu'il avait sur la tête et utilise la boucle d'or et magique pour faire revenir ses cheveux à la couleur noire. Elle est tellement surprise de le revoir, c'est le moins qu'elle attendait. Rio dit qu'il est revenu comme promis, bien que cela lui ait pris 4 ans. Elle laisse tomber la lettre et serre Rio dans ses bras si fort que Celia peut maintenant dire que ce n'est pas un rêve. Et ils se disent tous les deux qu'ils se sont manqués. Celia dit à Rio qu'il a grandi, et Rio dit qu'elle n'a pas beaucoup changé, mais elle affirme avoir un peu plus de féminité. Puis Rio lui dit qu'elle a toujours été belle, mais qu'elle est devenue encore plus ravissante. Elle frappe le torse de Rio pour avoir dit des choses comme ça, encore une fois avec le son du saphir. Pendant qu'elle frappe son torse, elle dit que Rio est devenu séduisant, fort et galant. Elle avoue qu'elle est contente qu'il soit revenu sain et sauf. Puis elle se demande comment Rio est entré dans sa chambre. Rio sourit, et elle lui demande de lui parler de son voyage dans la région de Yagumo et de tout. Elle lui demande s'il aimerait prendre un thé pour qu'il puisse le déguster comme avant. Pendant qu'elle prépare le thé, Rio mentionne qu'il a entendu qu'elle se marie avec Charles Arbor, et elle répond que oui. Rio lui demande si le mariage est quelque chose qu'elle désire, et il se sent désolé d'avoir posé une telle question. Celia dit que le mariage est quelque chose qu'elle a accepté, et Rio demande même si la personne avec qui elle se marie est Charles Arbor. Elle dit que Charles Arbor est quelqu'un avec qui Rio a une connexion malheureuse, et Rio répond qu'il pensait que cela pourrait avoir quelque chose à voir avec les circonstances de sa famille. Celia dit non, elle est majeure, elle ne peut pas penser uniquement à sa recherche pour toujours. Elle ajoute que malgré son apparence, Charles Arbor est chevaleresque et gentil envers les femmes. Rio veut dire un autre mot, et elle l'interrompt en lui demandant s'il va l'épouser à la place, ou l'emmener quelque part pour vivre le reste de sa vie avec elle. Rio ne sait pas quoi dire, alors elle dit qu'elle rigolait, et qu'il devrait oublier tout ça. Puis elle dit que Rio devrait partir parce que les personnes qui s'occupent d'elle seront bientôt là. Elle ajoute qu'elle a une journée chargée demain et qu'il reste beaucoup de préparatifs. Elle est contente de voir Rio avant sa cérémonie de mariage, et elle dit à Rio de ne pas venir à la cérémonie parce que ce sera trop embarrassant. Elle dit à Rio de se dépêcher et d'être prudent pour ne pas se faire attraper. En partant, elle dit qu'elle va fermer la porte et lui donner 20 secondes pour partir. Elle menace de crier s'il ne s'en bat pas, elle le pousse dehors et compte. Avant qu'elle ne se rende compte, il était déjà parti. Elle est heureuse de le revoir, comme promis, mais elle ne veut pas que Rio s'implique dans cela. Elle termine tout avec un « au revoir, Rio ». Rio dit à Aisha qu'il n'ait pas pu découvrir ses véritables sentiments, et elle lui demande ce qu'il compte faire. Rio dit qu'il ne sait pas, mais qu'il veut en savoir un peu plus sur ce qui motive ce mariage. Puis Aisha dit qu'elle va l'aider. Mais il s'excuse, et elle lui demande pourquoi elle s'excuse. Il dit que tout ce qu'il fait, c'est avoir besoin de son aide. Elle lui rappelle qu'elle a dit qu'elle serait toujours à ses côtés. Elle dit qu'il peut venir la voir chaque fois qu'il a besoin d'elle. Le jour du mariage, Cerise rend visite à Charles Arbor pour le féliciter. Charles Arbor lui demande quand il est arrivé, et il vient juste d'arriver. Lord Charles dit que s'il avait su plus tôt que Ser Reis resterait, il aurait préparé un accueil approprié. Ser Reis lui dit de ne pas se soucier de cela. Ser Reis lui dit que s'il est trop amical avec lui, certaines personnes ne seraient pas amusées, donc il préfère garder sa visite discrète. Lord Charles dit à Ser Reis de venir chez lui une fois la cérémonie terminée. Ser Reis lui dit que ce soir est leur première nuit ensemble, donc il viendra un autre jour. Pendant qu'il parle, Ser Reis peut sentir un esprit puissant. Il se laisse emporter jusqu'à ce que Lord Charles appelle son nom pour lui demander s'il va bien, mais il dit que tout va bien. Puis Ser Reis dit qu'il ira à la salle de cérémonie tôt et y attendra. Lord Charles appelle l'un de ses gardes pour montrer à Ser Reis le chemin de la salle de cérémonie. Après un moment, il ne peut plus le sentir, ce qui signifie que cela a disparu. Celia est habillée, se regardant dans le miroir, puis elle entend quelqu'un l'appeler pour sortir un moment. Quand elle sort, Lord Charles et les autres qui la voient adorent sa robe. Il la présente à ses épouses pour qu'elles fassent connaissance et deviennent amies. Puis il dit à sa première épouse, Tenasina, de s'occuper du reste, et il s'en va. Tenasina s'approche d'elle pour se présenter et lui dit qu'il y a quelque chose qu'elle aimerait clarifier. Dès le début, elle dit que Celia, fille du comte Clair, serait supérieure à elle en statut social, mais une fois qu'elle sera mariée à Lord Charles en tant que 7e épouse, sa place parmi elles sera tout en bas. Elle ajoute qu'elle ne tolérerait aucun comportement impertinent, et Celia accepte les conditions. Celia dit qu'elle est inexpérimentée et inapte, mais elle espère que les épouses plus âgées la regarderont avec bienveillance. Tenasina dit que son teint a l'air terrible et qu'elle devrait essayer de sourire plus brillamment. Tout à coup, la servante de Celia entre pour informer Celia que son Altesse la princesse Christina, première princesse du royaume, est ici, et Celia dit à sa servante de la laisser entrer tout de suite. Tenasina n'apprécie pas le fait qu'elle ait laissé pour s'occuper de sa servante, mais elle s'excuse auprès d'elle. Les servantes et les autres épouses honorent la princesse Christina lorsqu'elle entre, et elle s'excuse auprès de Celia d'arriver ici soudainement, sans préavis. Celia remercie la princesse Christina d'être venue. La princesse Christina fait l'éloge de la robe de mariée de Celia, et elle la remercie. Tenasina se tourne vers la princesse Christina et l'accueille, lui disant d'entrer et de se reposer à son aise. La princesse Christina dit qu'elle espère parler en privé avec son ancien professeur, la professeure Celia. Tenasina s'excuse rapidement pour son comportement et emmène les autres dames avec elle. La princesse Christina dit qu'elle est venue offrir ses félicitations au nom de sa mère et de son père. Maintenant, elles sont assises à l'intérieur en train de prendre le thé. Elle ne cesse de faire l'éloge de son professeur et dit que son teint a l'air un peu mieux qu'auparavant. Elle demande si ces personnes lui ont dit quelque chose de désagréable, mais Celia répond que non.
Elle était juste si nerveuse hier qu'elle n'a pas bien dormi. Elle remercie le professeur car grâce à son aide, elle peut enfin être dehors comme ça. La princesse Christina avoue qu'elle a été confinée dans le palais si longtemps et Celia dit que la surveillance de la faction du duc Arbor est assez stricte. La princesse Christina dit que dans son cas, l'inadéquation de la famille royale en est la cause. Elle pense que Flora ressent la même chose. Celia lui dit que lorsque le duc Huguenot a fui le royaume avec la princesse Flora, cela a dû être douloureux. La princesse Christina dit que cela lui a fait réaliser que toute foi dans le pouvoir de la famille royale avait été perdue, et les effets néfastes de cela ont abouti au mariage de Celia. La princesse Christina se sont désolées pour tout cela, mais Celia affirme que le mariage est quelque chose qu'elle a décidé, donc elle n'a pas besoin de s'excuser. La princesse Christina dit qu'elle lui a volé son sourire. Elle explique que pendant qu'elle était à l'académie, elle admirait et respectait Celia car à l'époque, elle semblait si clairement heureuse, contrairement à maintenant. Maintenant, elle ressemble à un oiseau enfermé dans une cage. Elle dit alors que s'il y avait une chance de retrouver le sourire qu'elle avait à l'époque, elle jure de faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider. Quand le moment viendra, Celia la remercie et prie pour que la princesse Christina et la princesse Flora soient un jour réunies. Lord Charles et Alfred sont vus en train de discuter d'Alfred prenant glorieusement le commandement des forces rassemblées, ce qui signifie qu'il est le guerrier le plus fort du royaume. Lord Charles lui dit que ses compétences lui ont valu l'épée du roi, mais malheureusement il a autorité sur la sécurité de la cérémonie, donc Alfred n'a d'autre choix que d'obéir à ses ordres. Alfred dit qu'il pense seulement à comment il pourrait remplir son devoir. Cependant, Lord Charles lui dit de ne pas se montrer, et il s'en va. La cérémonie de mariage entre le professeur Celia et Charles Arbor commence, et les gens à travers le royaume louent et accueillent Lord Charles et le professeur Celia. Alors qu'ils sont transportés par une charrette suivie de différentes forces de l'armée surveillant leurs environs, les gens peuvent voir la robe de Celia à travers l'ombre de la charrette, alors ils l'appellent la mariée argentée. Lord Charles dit que mariée argentée, venant de paysans ignorants, n'est pas une mauvaise appellation, mais cela montre à quel point Celia est très belle. Puis il dit qu'il pense que Celia sera bientôt à lui et à lui seul. Il attend avec impatience le moment où ils s'embrasseront pour sceller leurs vœux. Il fait un signe à l'un des soldats à cheval et le soldat crie « Vive la maison d'Arbor !» Et les différentes forces crient la même chose, ainsi que le peuple du royaume. Lord Charles dit alors qu'un jour ce royaume sera à lui et que Celia sera sa femme. Alors que la charrette s'approche, Aïcha informe Rio, et grâce à Aïcha, Rio est calme. Aïcha communique mentalement avec Celia pendant qu'elle salue les gens qui crient et l'acclament. Aïcha se présente et lui dit que Rio l'envoie. Elle lui dit de regarder à sa droite et elle le fait et elle voit Rio dans la foule. Elle se demande pourquoi il est là, car elle lui avait dit de ne pas se montrer. Elle pleure et dit que Rio est la seule personne qu'elle ne veut voir comme ça. Lord Charles remarque que Celia pleure et lui demande pourquoi, mais elle dit que peut-être tant de sentiments ont soudain refait surface. Lord Charles dit qu'il ne réalisait pas que Celia tenait tant à lui, puis il lui dit qu'ils doivent être dignes ici car tout le monde les regarde. Elle regarde alors derrière elle pour voir Rio, mais il est parti. Elle essaie de communiquer par télépathie avec Aïcha, mais rien non plus. Elle pense que tout cela pourrait n'être qu'une fantaisie. La charrette s'arrête et Lord Charles se lève, tendant la main pour aider Celia à avancer. Celia dit qu'elle est une poupée et est sur le point de rencontrer la main de Lord Charles quand les soldats crient « Halte !» Il y a un intrus, et l'intrus n'est autre que Rio. Alors qu'il approche à toute vitesse, certains soldats attaquent, tentent de l'arrêter, mais il frappe tous ceux qui se mettent en travers de son chemin avec ses jambes et ses poings. Un soldat à cheval ordonne aux soldats de se retirer sur le côté et de former un mur en file indienne, et ils ne doivent pas le laisser s'approcher. Les soldats se mettent en position avec des lances pointées vers Rio, mais il libère sa magie pour les balayer. Le soldat à cheval ordonne à l'escouade de mages de le contenir, et l'escouade de mages chante « Balle de photon ». Il la lance, mais Rio esquive tout et s'envole haut au-dessus de nombreux soldats. Le soldat à cheval ordonne à certains soldats de protéger le marié et la mariée. Le soldat chante amélioration physique et il se prépare à attaquer Rio. Alors qu'il atterrit, il chante, l'encercle et le capture. Celia est surprise, mais Lord Charles lui dit que tout va bien et que ce n'est qu'un joli spectacle avant la cérémonie. Ils sont l'élite parmi l'élite de leur royaume, les rares élus avec des lignées et des compétences prouvées. Rio a déjà mis à terre tous les soldats au moment où il lève les yeux. Avant que Lord Charles ne réalise cela, Rio vole vers lui, le frappe à la poitrine avec son poing et tombe au sol. Rio sort un couteau et fait semblant de blesser Celia. Le comte Claire ne veut pas que sa fille soit blessée, alors il veut bouger, mais un soldat l'arrête, lui disant de le lâcher, car il ne s'attend pas à ce que la sécurité soit parfaite. Le soldat lui dit de se calmer et de ne pas provoquer l'insurgé. Le duc Arbor essaie aussi de bouger, mais un soldat l'arrête. Rio communique par télépathie avec le professeur Celia. Il s'excuse pour le dérangement, mais alors que ceux qui les entourent sont en émoi, il aimerait qu'elle lui explique la situation. Il dit que si elle pouvait se taire un petit moment, ce serait d'une grande aide. Elle lui demande ce qui se passe, et Rio lui dit qu'il parle directement dans sa conscience par télépathie. Elle doit juste concentrer ses mots dans son esprit et sa voix l'atteindra. Lord Charles, qui est allongé sur le sol, demande ce qu'il cherche, mais Rio écrase son dos avec sa jambe et dit qu'il a un grief contre lui.
Il menace de lui écraser complètement la colonne vertébrale sous son pied. Celia lui dit d'arrêter, et il lui répond qu'il ne tuera personne, mais qu'il s'agit d'un acte faisant partie du dérangement. Sir Alfred ordonne aux soldats de conduire les invités dans le sanctuaire intérieur. Rio dit à Celia qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, alors elle devrait le laisser finir d'expliquer rapidement, dit-il. Avant qu'elle ne se marie, il lui demande une fois de plus quelle est sa volonté, mais elle ne laisse pas échapper la réponse directe, donc Rio sait qu'elle est en partie menacée par la maison du duc Arbor. Rio lui dit que peu importe son souhait, il sera exaucé. Elle dit que Rio est dominateur et il acquiesce, dominant et arrogant. Il lui dit qu'elle lui est si précieuse et qu'il lui doit tant, et il ne veut pas rester là à perdre ce qui est important pour lui. Il sait qu'il le regrettera pour le reste de sa vie. Il dit qu'une fois quelque chose perdu, cela ne reviendra jamais. Mais si on ne l'a pas encore perdu, alors il y a encore du temps. Il dit qu'il voit un avenir où sa dignité sera piétinée pour le reste de sa vie. Puis il lui demande à nouveau si le mariage la rendra heureuse. Elle répond que si elle met ses sentiments avant tout, elle pourrait causer des problèmes aux autres. Elle demande si ce serait la bonne chose à faire, mais Rio ne sait pas. Mais si ce mariage est vraiment la bonne chose à faire, alors elle n'aurait pas cette expression sur son visage. Il la supplie de ne pas abandonner. Elle lui demande ses plans. Si elle dit qu'elle ne veut pas se marier, et il dit qu'il l'emportera et fuira cet endroit. De cette façon, personne ne remettra en question l'implication de son père. Celia regarde. Elle voit qu'ils ont été entourés par une armée de soldats. Alors, il dit à Rio qu'ils vont le rattraper. Rio lui dit de ne pas s'inquiéter, mais il réalisera son vœu. Il lui fait savoir que c'est quelque chose que quelqu'un tenant un couteau à sa gorge devrait dire. Puis elle dit à Rio de l'emporter. Rio fait face à Lord Charles et lui dit qu'il a décidé d'enlever sa fiancée sous les yeux de tous. Puis il saisit Celia et s'enfuit tandis que Celia crie. « Lord Charles! Charles !» Lord Charles ordonne à toutes les troupes de le poursuivre et de le capturer. Sir Alfred leur dit de s'arrêter et de ne pas divulguer d'informations. Lord Charles leur ordonne de rattraper Rio immédiatement. Les soldats courent après lui pour le capturer, mais il vole au-dessus d'eux et atterrit de l'autre côté. Lord Charles crie. Les soldats sont incompétents car ils ne peuvent pas attraper un seul homme. Sir Alfred demande à Lord Charles s'il voit la capacité de saut de Rio. Quand il s'élance, l'escouade des mages chante « Photon-boulette » et le relâche à nouveau. Mais Rio lâche Celia et crée une barrière qui arrête les menaces. Sir Rice pensait que Rio utilisait une sorte d'objet magique, mais des arts spirituels. Puis il se demande qui pourrait être cette personne. Jusqu'à ce qu'il se souvienne d'un garçon qui avait coupé la tête d'un énorme monstre dans la forêt en utilisant des arts spirituels. Alors il pense qu'il est revenu. Il peut dire qu'il est devenu plus fort depuis la dernière fois qu'il l'a vu. Puis il lance une attaque sur Rio, mais Rio la contrôle et la frappe au sol, ce qui provoque une explosion. Et les gens crient, pensant que Rio et Celia sont morts. Mais lorsque l'explosion se calme, on voit Rio tenant Celia dans sa main et il s'enfuit. Lord Charles ordonne d'arrêter de tirer car il ne veut pas que l'attaque affecte Celia. Pendant que Lord Charles crie, Sir Alfred dit aux soldats de prêter attention. Il leur dit que leurs chevaliers aériens sont maintenant en poursuite. Il ordonne donc aux forces de se déployer immédiatement en un filet qui entoure la capitale. Il se tourne vers Vanessa et lui dit de s'occuper de la sécurité du lieu du mariage et de coordonner entre les capitaines de chaque unité. Lord Charles appelle Alfred pour lui demander qui lui a permis de prendre le commandement. Et maintenant, il a laissé le pillard s'enfuir avec sa future épouse. Sir Alfred lui demande s'il a une idée de qui pourra être l'insurgé. Lord Charles se souvient que l'insurgé a dit qu'il avait un grief contre lui. Alfred dit qu'il semble qu'il pourrait y avoir beaucoup de candidats. Mais Lord Charles lui dit de se taire, de chasser immédiatement l'insurgé et de le ramener. Sir Alfred dit que c'est son intention et il court après l'insurgé. La situation est devenue divertissante pour Sir Rice, mais avec la protection dont il bénéficie en tant qu'ambassadeur, il suppose qu'il ne devrait pas s'éclipser d'ici. Il s'intéresse beaucoup à Rio et à l'esprit qui ne s'est jamais manifesté. Alors qu'il court, Celia se plaint que Rio est trop rapide. Mais Rio lui dit de s'accrocher et qu'il préfère ne pas avoir affaire à l'unité de Griffin, donc il va aller un peu plus vite. Elle dit que Rio est devenu un garçon plutôt impressionnant. Il la remercie et lui demande si elle s'est un peu habituée à la vitesse. Elle dit que s'il peut aller plus vite, alors il devrait y aller. Rio pense que s'il continue à courir comme ça, il lui faudra du temps pour les semer. Alors il se fixe un moment. Il dit qu'il passerait le relais, donc ils se retrouveront plus tard. Celia lui demande ce qu'il veut dire, puis il lui dit que c'est une partie du plan. Elle avoue qu'il a quelqu'un qui l'aide, et que cette personne est la fille qui lui a parlé pour la première fois par télépathie. Ensuite, il s'envole d'un bâtiment. Après avoir atterri, il appelle Aeshia et elle apparaît. Rio confie Celia à Aeshia et Celia demande ce qui se passe. Rio dit qu'il va jouer le leur et gagner du temps. Rio dit à Celia qu'ils vont tous les deux profiter de l'occasion pour s'échapper ensemble de la capitale royale. Il promet qu'il les retrouvera plus tard et Aeshia dit qu'elle expliquera qui elle est à Celia. En chemin, les chevaliers aériens trouvent Rio au sommet du bâtiment, mais pas avec Celia. L'un des chevaliers aériens dit que la rielle d'où il sort est une impasse, donc il devrait informer les équipes au sol. Il dit à l'un d'eux d'envoyer un signal. Il pointe vers le ciel une fusée de signalisation pour appeler des renforts. Donc Rio pense que tout se passe comme prévu. Tout ce qui reste, c'est que Rio fasse un grand spectacle pour les attirer. Les chevaliers aériens lancent une attaque sur Rio en chantant Blitzshot, mais rien ne l'atteint. Il continue de tirer.
Puis il décide de passer entre les bâtiments où il rencontre des soldats à cheval et à pied. Il se bat autant qu'il le peut, puis il pense que ne tuer personne pourrait rendre les choses plus difficiles. À ce moment-là, Sir Alfred arrive et dit qu'il va maintenant maîtriser Rio. Rio le reconnaît, car c'est celui qu'ils appellent l'épée du roi. Sir Alfred ordonne à ses hommes de reculer et commence. Le premier coup se termine par un choc de l'épée sur la lame, et d'autres coups viennent de Sir Alfred sur le couteau de Rio, qui leur pousse. Rio peut sentir qu'il y a une sorte de formule magique puissante jetée sur l'épée que Sir Alfred tient. Le combat continue alors que Rio utilise non seulement son couteau, mais aussi un coup de pied. Sir Alfred frappe lourdement, mais cela ne peut se terminer que sur le couteau de Rio, et cette fois Sir Alfred est repoussé. Rio a la chance de tourner sa lame vers Sir Alfred, mais il décide de se reculer. Sir Alfred lui demande pourquoi il n'utilise pas sa lame contre lui, mais Sir Alfred le voit comme une sous-estimation de sa part, alors il veut en finir. Il accumule plus d'énergie dans son épée et la frappe contre le sol, ce qui cause beaucoup de destruction aux bâtiments autour d'eux. Les hommes de Sir Alfred cherchent Rio après que l'explosion se soit calmée, mais il est introuvable. Ils font donc rapport à Sir Alfred. Sir Alfred dit que s'il prend la pleine force du coup, il ne resterait aucune trace de lui. Mais il n'a pas ressenti le coup, et il y a des preuves qu'il s'est enfui dans les ruelles. Il dit à ses hommes de fouiller la zone environnante juste pour être sûr, et il cherche aussi Lady Celia. Aïssia et Celia semblent avoir échappé aux hommes d'Alfred. Celia demande à Aïssia si Rio va bien, et elle répond que Rio est presque avec elle. En peu de temps, Rio les rencontre et elle court pour l'embrasser. Bien qu'elle manque de tomber, Rio lui dit que tout va bien. Maintenant, Celia voit les vêtements de Rio et elle demande s'il est blessé, mais Rio dit non, puis il remercie Aïssia. Rio demande à Celia s'il devrait y aller, mais elle demande si c'est en ordre. Ensuite, Rio lui demande si elle veut toujours revenir et si elle peut encore y arriver à temps. Elle répond rapidement non, mais elle pensait juste que cela ne semble pas réel. Celia dit qu'un instant elle a pensé que sa vie était finie, mais Rio la sauve, il est avec elle maintenant, et elle le remercie de l'avoir kidnappé. Celia dit qu'ils devront réfléchir à ce qu'ils doivent faire ensuite, et Rio dit rapidement à Celia qu'il a quelque chose qu'ils doivent faire, mais il ne la laissera pas souffrir par manque de quoi que ce soit en ce qui concerne les nécessités quotidiennes. Celia dit qu'elle est inexpérimentée et inapte, mais elle espère que Rio la regardera avec bienveillance. Rio lui dit qu'il devrait espérer qu'elle continuera à le regarder. Elle mentionne aussi qu'ils devraient beaucoup parler pour compenser tout le temps où ils ne se sont pas vus. Tout à coup, Aïssia dit que ça arrive, et il y a 4 lumières de feu de différentes couleurs allant de la terre aux nuages, puis tout s'estompe dans les nuages. Après un moment, Aïssia supplie à Yuto de les aider et de les sauver. Certaines dames se retrouvent dans un endroit où elles ne peuvent joindre personne, car il n'y a pas de réseau sur leur téléphone, et elles se font enlever par des hommes. Elles sont gardées dans un véhicule, mais Rio arrive sur les lieux pour les sauver des hommes. Ensuite, il leur demande s'il y a quelqu'un d'autre et elle désigne un bâtiment. Il déverrouille la clé du bâtiment et voit Michan, qui ressemble tellement à Michan, mais la dame le remercie et se présente comme Aya Miharu,